Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle au service de l'information géographique. Ce webinaire est le premier volet d'une série qui va traiter donc de ce sujet au niveau de l'information géographique. Le premier webinaire qui nous concerne ce jour est un porté à connaissance quelques clés de compréhension sur la thématique IA pour l'information géographique. Le second webinaire, qui sera également gratuit, sera planifié à la rentrée du mois de septembre. Il aura pour but d'aller un peu plus loin sur la démarche du machine learning au service de la donnée. Donc, premier volet aujourd'hui porté à connaissance générale. Le second volet en septembre axé sur la stratégie de la donnée. Et puis le troisième volet sera sur mesure et sous forme d'un audit d'assistance technique sur la stratégie de votre donnée et sera donc individualisé et celui-ci ne sera pas gratuit. Alors, aujourd'hui, ce webinaire va nous prendre un créneau de 2 heures. Il n'est pas interactif, il n'est donc pas en live. Vos micros et vos caméras sont par défaut coupés. Alors, je vous invite à, si vous le voulez bien, dans la barre d'outils, vous avez un outil qui vous permet de poser des questions-réponses. Alors, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de cliquer sur ce bouton. Ce bouton va vous permettre de poser des questions. Ces questions, je vais, en tant que modérateur, les intégrer et puis je vais les synthétiser à la fin de notre webinaire, puisque la dernière partie du webinaire sera consacrée à un temps d'échange. Donc je vais synthétiser les questions que je poserai à Niels afin qu'il vous apporte les réponses attendues. Donc n'hésitez pas à utiliser le bouton QR et à poser vos questions, vos échanges, afin que je puisse les synthétiser, qu'on puisse avoir ce temps d'échange ensemble à la fin du webinaire. Alors, avant de passer la parole à Niels, deux mots d'introduction sur Arxité. Arxité est un cabinet d'ingénieurs conseils en information géographique qui a un peu plus de 20 ans d'expérience aujourd'hui et d'expertise. Notre métier est exclusivement dans le domaine de l'information géographique, des systèmes d'information géographique dans sa globalité. La société compte une trentaine de collaborateurs entre la Suisse et la France, entre Genève, Paris, Lyon et puis La Rochelle. Il faut comprendre que la société aujourd'hui intervient ou est intervenue dans un peu plus de 30 pays dans le monde. C'est 500 références, c'est à peu près 200 projets traités par an. Notre cœur de métier, c'est vraiment ça, c'est vraiment de répondre à l'ensemble des services systèmes d'information géographique. Donc, ça va du conseil, de l'ingénierie spatiale de la donnée, de la réalisation, du développement d'outils sur mesure et puis de la formation et de l'infogérance ou tierce maintenance applicative. On est vraiment une société qui travaillons sur la qualité et sur des projets sur mesure. Vous aurez accès évidemment à l'ensemble de nos plateformes web, à la fois le site internet de la société arxité.com et puis notre portail dédié à la formation qui s'appelle formation.sij.com. Alors, globalement, la société a une approche résolument qualité par notre certification ISO 9001. Il faut que vous sachiez aussi que on a une approche RSE et puis du numérique responsable. Nous sommes également ISO 14001 depuis cette année. On est écolabel et puis Green IT certifié. Donc, une approche qualité environnementale et puis de numérique responsable qui nous permet également d'adresser un certain nombre de projets de recherche et d'innovation dans les smart cities, les jumeaux numériques ou les objets connectés. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment l'intelligence artificielle, sujet brûlant que vous entendez parler à peu près tous les jours aujourd'hui.
Alors, vos interlocuteurs du jour. Je m'appelle Fabrice Lartigou. Je serai votre modérateur pendant ce webinaire. C'est-à-dire que je vais, une fois passé la parole à Niels, je vais prendre les éléments dans les questions-réponses et puis on échangera par la suite. Je suis membre de la direction, responsable de l'agence de La Rochelle, et puis je suis référent pédagogique en charge de la formation professionnelle. Niels, qui va être le présentateur principal, est un développeur et data scientist chez Arxité, en charge de toutes les problématiques liées à la donnée et à l'intelligence artificielle et à la stratégie de la donnée. Alors, le webinaire qui nous préoccupe aujourd'hui va durer à peu près 2 heures. Il finira à 11 heures ce matin. Donc la présentation de Niels va durer à peu près 1h30, 1h40, et puis on gardera ce moment d'échange tous ensemble afin de pouvoir échanger sur les questions que vous allez nous poser, encore une fois, dans l'onglet Q&R de la barre d'outils de Teams. Alors, les enjeux de ce webinaire. Premièrement, c'est un sujet qui est à la fois difficile à adresser. Pourquoi? Parce que il peut s'adresser à la fois à des experts comme à des non-experts. Nous avons choisi la stratégie aujourd'hui d'éviter de faire un grand écart, donc d'éviter de nous adresser à soit l'une ou l'autre des parties du spectre. Donc on a décidé que l'enjeu était ici de s'adresser à tout à chacun qui veut avoir un éclairage sur cette discipline. Vous allez le voir, discipline qui évolue dans le temps et dans l'histoire. Donc ce webinaire n'est pas construit pour les experts de la discipline, pour les data scientists. L'enjeu ici est d'initier une réflexion à votre niveau sur la stratégie de la donnée géographique, stratégie de la donnée géographique qui, nous le pensons, sera les métiers de demain. Niels, je te laisse la parole pour ce webinaire et je te remercie en tout cas pour l'éclairage que tu vas nous apporter sur le sujet aujourd'hui. Eh bien, merci Fabrice, bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire. J'aimerais commencer ce webinaire par cette diapositive. Alors peut-être pour vous, elle sera un peu surprenante pour un webinaire sur l'information géographique. Alors qu'est-ce que c'est que cette image? C'est une image qui a été générée par une IA, comme vous l'avez certainement deviné. Alors cette IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une petite description et elle va transformer cette petite description en une image qui est pertinente par rapport à ce qui est rédigé. Alors on voit ici qu'avec ce genre d'outil, il s'agit effectivement d'un outil d'intelligence artificielle. On comprend tout de suite qu'on peut jouer avec ce genre d'éléments pendant des heures. Mais nous qui sommes actifs dans la géoinformation, c'est une application de l'intelligence artificielle qui n'est pas très pertinente pour nous. Et ça me permet un petit peu d'aller vers ma première question dans ce webinaire, c'est finalement de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle? Parce que là, on a un exemple d'intelligence artificielle, mais qui pour nous n'est pas réellement pertinent. Alors, pour essayer de répondre à cette question, finalement, est-ce que la meilleure solution, ce serait pas d'aller questionner l'IA elle-même? Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir ChatGPT, dont vous avez normalement entendu parler, et je lui ai demandé de façon un petit peu provocatrice, peux-tu me donner une définition claire et définitive de l'intelligence artificielle? Alors, ChatGPT ne se démonte pas et il me répond, l'intelligence artificielle, IA, est un domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de machines capables d'effectuer des tâches nécessitant normalement l'intelligence humaine en utilisant des techniques d'apprentissage et de raisonnement autonome. Alors là, on a une définition, elle paraît tout à fait sérieuse, un langage savant, mais finalement, quand on lit cette description d'intelligence artificielle, finalement, on n'est pas très avancé, en tout cas pour ma part. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir avancé plus que ça dans ma compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle. En plus, quand on regarde un petit peu plus en détail, finalement, quand on se focalise, on voit même qu'il y a presque un petit peu des contradictions dans cette réponse de ChatGPT. Tout d'abord, il nous parle de l'informatique, ensuite il nous parle de création de machines, mais quand on travaille dans l'informatique, les machines sont déjà là. Il nous parle ensuite de l'intelligence humaine, mais dans quel sens? L'intelligence humaine est extrêmement vaste. Et du coup, un petit peu insatisfait par cette réponse, j'ai un petit peu insisté auprès de ChatGPT et je lui ai dit, est-ce vraiment la seule définition possible? Et là, étrangement, il me répond non. Alors, il me fait une assez longue réponse. Commence par me dire que finalement, ça dépend un petit peu des perspectives. Ensuite, il m'explique que finalement, c'est un domaine en évolution constante. Donc, ça dépend
quel moment on va poser cette question-là. Et finalement, dans sa réponse, il me dit que ça va dépendre de qui on questionne finalement. Mais bon, si on résume dans la vision de ChatGPT, on a un concept qui dépend de comment on l'aborde, qui va dépendre du moment où on s'y intéresse, et qui en plus va dépendre de qui on questionne. Alors voilà, on a fait 3 slides dans l'intelligence artificielle et c'est déjà la fin. Donc on a cette intelligence artificielle qui est censée nous supplanter, nous remplacer et qui nous montre déjà des troubles de l'identité. Alors évidemment, ce départ un petit peu provocateur pour un petit peu introduire le propos de ce webinaire. Et ici, c'est un petit peu facile pour moi de me moquer des réponses de ChatGPT, d'une part parce que ChatGPT ne sait pas tout, évidemment, et surtout que le problème, c'est que le terme d'intelligence artificielle n'a pas de définition claire aujourd'hui. C'est-à-dire que la définition d'intelligence artificielle ne fait pas consensus aujourd'hui. Et du coup, ce que je vous propose dans ce webinaire, c'est peut-être de mettre un petit peu tout ça de côté, tous ces grands termes et tous ces grands discours, et peut-être essayer de se focaliser plus sur ce que nous apporte l'intelligence artificielle, quels sont les outils qu'elle nous met à disposition et pourquoi certains de ces outils sont pertinents du point de vue de nos métiers en lien avec la géoinformation. Alors, le sommaire de ce webinaire, donc on va essayer de commencer par une petite introduction historique. Alors, ce sera quelques petits jalons que je vous donnerai qui seront assez intéressants pour un petit peu expliquer d'où vient l'intelligence artificielle, sur quoi elle s'appuie et aussi un petit peu pour vous sensibiliser au fait que finalement, des innovations, il y en a toujours eu, et ces innovations ont toujours changé beaucoup de choses. On va ensuite passer sur le gros de ce webinaire, donc l'apprentissage profond. C'est cet apprentissage profond qui va essentiellement nous apporter les outils qui vont nous intéresser. Donc on ira au travers de ce qu'est un réseau de neurones, on regardera ensuite l'apprentissage, on dégrossira cette notion de corpus. Ensuite, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est de vous donner une sorte de panorama de tous les grands problèmes que l'IA permet de résoudre et essayer de dégager ceux qui, pour nous, en termes de géoinformation, sont les plus pertinents. J'aimerais aussi ensuite vous présenter un petit peu les outils. Alors, c'est assez compliqué, il y en a beaucoup aujourd'hui, mais juste pour vous montrer un petit peu comment, aujourd'hui, on actionne de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il faut déployer pour mettre en œuvre de l'intelligence artificielle. Et j'aimerais terminer cette section sur l'apprentissage profond en vous donnant 2 exemples concrets, c'est-à-dire des exemples, des cas d'usage en géoinformation dans lequel on a réellement déployé de l'intelligence artificielle face à une problématique métier. Et si j'aimerais terminer aussi ce webinaire par ChatGPT, qui est un petit peu étonnant pour le sujet de la géoinformation, mais vous verrez qu'il y a quand même un aspect de ChatGPT qui pour nous est intéressant, en tout cas est à surveiller. Alors, je vais essayer d'architecturer un petit peu ce webinaire pour vous raconter un peu une histoire. Donc, je vais essayer de poser quelques jalons historiques pour arriver gentiment à l'apprentissage profond. Donc, ce sont juste un petit peu des éléments qui fixent un petit peu l'historique de l'apprentissage profond, d'où il vient, sur quel type de théorie et de technologie il s'appuie. Et ça nous permettra aussi d'avoir un petit fil rouge le long de ce webinaire. Donc, si on commence avec la première partie introductive, donc voilà, ce qui précède l'apprentissage profond, alors, on peut commencer finalement avec commencer loin dans le passé, on peut remonter jusqu'à Pythagore, et Pythagore, ce qu'il a fait, c'est que lui, il a jeté les bases du calcul. Donc lui, ce qu'il a défini à cette époque-là, lui et les autres évidemment, c'est cette notion d'équation. Et les équations sont très intéressantes parce que ce sont des éléments qui vont contraindre des quantités les unes par rapport aux autres. On a un exemple extrêmement parlant, c'est évidemment le théorème de Pythagore qui vous dit que si vous connaissez 2 côtés d'un triangle rectangle, vous n'avez pas besoin de connaître le troisième parce qu'il peut être déduit grâce à cette équation. Et ça, ce petit carcan théorique, il a été saisi notamment par Eratosthène qui, par un jeu géométrique, a compris que finalement, en faisant des mesures locales à sa portée, il a réussi à en déduire par des équations la taille de la Terre, donc la circonférence de la Terre, alors qu'à cette époque, on n'était même pas sûr que la Terre était réellement ronde. Un autre exemple de l'application du calcul, c'est Léonard de Vinci, qui lui va comprendre qu'avec ce jeu de contraintes données par les équations, on peut faire de la triangulation. Et sur la ville d'Imola, il va comprendre qu'en partant d'un certain nombre de points de repère, il sera possible, par triangulation, de cartographier une ville, et c'est ce qu'il va faire, et en 1502, c'est la première cartographie formelle d'une ville qui a été établie par Léonard de Vinci et qui a profondément changé la manière dont on représentait les villes à cette époque où on passe d'une iconographie à vraiment quelque chose qui est le fondement, les bases de la mensuration. Alors évidemment, ces notions de calcul se sont raffinées. À peu près un millénaire plus tard, on a Newton et les autres qui sont arrivés, qui se sont saisis de ces bases du calcul et qui ont introduit ce qu'on a appelé à l'époque le calcul infinitésimal, dont a découlé le calcul différentiel et intégral, et surtout quelque chose qui va nous intéresser aujourd'hui dans son webinaire, c'est ce qu'on appelle le calcul d'optimisation. Alors le calcul d'optimisation, qu'est-ce que c'est? Alors, pour vous l'expliquer, je vais prendre un exemple tout à fait simple. Vous avez ici un exemple d'un ensemble de points, et imaginons que vous aimeriez y faire passer une droite.
C'est compliqué parce que les points ne sont pas alignés, donc il ne peut pas y avoir de droite qui y passe. Par contre, on peut quand même essayer de faire passer ce qu'on pourrait appeler la meilleure droite possible. Ce qu'on peut faire ainsi, c'est choisir une droite et calculer l'ensemble des distances de cette droite à chacun des points. Donc, nos distances tout à fait formelles, des distances euclidiennes. Ça nous donne d'une certaine manière pour chaque point une forme d'erreur que l'on a commis par rapport à la droite que l'on a choisie. Et en faisant l'addition de toutes ces erreurs, on obtient une somme qu'on peut considérer comme étant une mesure d'à quel point notre droite est fausse. Le calcul d'optimisation, c'est un appareillage, un carcan mathématique qui nous a mis à disposition et qui, typiquement, dans ce genre de cas, nous permet de résoudre ce type de problème. Donc, si on cherche cette droite la meilleure possible, ce que l'on va faire, c'est qu'on va choisir une droite complètement aléatoirement au départ, vu qu'on ne sait pas par où commencer. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser le calcul d'optimisation qui, lui, quand on lui donne cette première droite, sur la base de ces notions de distance et d'erreur, il va être capable de nous retourner une nouvelle droite. Alors, elle ne sera pas parfaite, mais par contre, elle sera un peu meilleure que la première qu'on lui a soumise. C'est-à-dire que là, cette somme d'erreurs aura un peu diminué. Évidemment, il suffit ensuite d'itérer ce processus, donc on lui redonne cette deuxième droite un peu meilleure, il nous en redonne une troisième encore meilleure, et au bout d'un moment, il va arriver un moment où il nous retournera toujours la même droite, parce que parce qu'il est arrivé au bout, c'est-à-dire qu'il a trouvé la meilleure droite possible, il a minimiser cette fonction d'erreur. Donc ça, ce calcul d'optimisation ici est très intéressant parce que ce petit exemple que je vous ai donné, c'est exactement là-dessus que l'intelligence artificielle s'appuie pour l'apprentissage. C'est-à-dire que ça, ce sont réellement les bases de l'apprentissage. Alors, petite incartade ici au niveau historique, là je vous présente la machine à vapeur. Donc, pendant la révolution industrielle, évidemment, l'élément le plus pertinent, c'était la machine à vapeur. Et à l'époque, ces machines-là étaient un peu embêtantes parce qu'elles avaient tendance à être extrêmement peu fiables. Et Boulton et Watt sont des gens qui, à l'époque, ont introduit une petite invention. C'est un petit mécanisme qui est adjoint à la machine à vapeur. Donc, ce petit mécanisme, c'est simplement un axe en rotation avec deux boules qui lui sont attachées. Ce qui est intéressant, c'est que cet axe est entraîné par la machine elle-même. Et du coup, si la machine se met à accélérer, cet axe va tourner de plus en plus vite, les boules vont s'écarter, et cet écart de boules va faire en sorte que la valve d'arrivée de la vapeur va diminuer, ce qui va conduire la machine à ralentir. Évidemment, l'inverse se produit quand la machine tourne trop lentement, c'est-à-dire que les boules vont se rapprocher de l'axe, et évidemment, l'apport de vapeur par cette valve va être augmenté. Donc ici, ce qui est intéressant avec ce qu'on appelle le régulateur à boules, qui régule l'arrivée de la vapeur dans la machine à vapeur, c'est ce qu'on appelle un système asservi. Donc, avec cette invention, Watt et les autres ont posé les bases du contrôle et de la théorie des systèmes asservis. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément changé la face de la Terre. Donc, c'est une technologie qui aujourd'hui est abondamment utilisée. Et ce que j'aimerais, c'est aussi essayer de vous sensibiliser. Finalement, quand on se pose la question de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, ben là, on a une machine qui est capable d'avoir un but qu'on lui fixe, elle est capable de détecter à quel moment elle s'écarte de ce but, et elle est capable de se corriger elle-même. Donc finalement, est-ce que là, avec cet exemple-là, on n'aurait pas quelque chose qui remplace d'une certaine manière l'intelligence humaine? Et ça pose un petit peu la question de finalement, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est pas ce que l'on a toujours fait dès lors que l'on a compris qu'on était un peu fainéant? Alors, je vous propose aussi de garder ça un petit peu dans un coin de votre tête, ce mécanisme d'asservissement, parce qu'on va en reparler quand on parlera de ChatGPT. C'est intéressant de mettre ChatGPT en perspective de cette innovation. Alors, évidemment, s'il y a une chose qui a profondément changé nos métiers, c'est l'informatique. Évidemment, l'informatique, c'est la grande technologie sur laquelle l'intelligence artificielle repose de tout son long. Et l'informatique a apporté deux choses qui sont très importante, c'est l'optimisation et la rationalisation. Alors l'optimisation, évidemment, parce que ce que l'on faisait avant, on le fait aujourd'hui beaucoup plus vite grâce aux machines. Vous avez un exemple sur cette image où l'informatique nous a permis de nous libérer du temps. Mais une autre chose que l'informatique nous a apporté, c'est la rationalisation. Si on prend par exemple la notion de cartogéographie, une cartogéographie, c'est quelque chose qui compile un très grand nombre de données sur un seul support. C'est quelque chose qui écrase une grande richesse de données sur un seul support. Aujourd'hui, on fait toujours des cartes géographiques ou des représentations géographiques en informatique, mais les données qui composent ces représentations géographiques sont gardées séparées, c'est-à-dire qu'on arrive à rationaliser la donnée, on arrive à la conserver de façon séparée et bien spécifique.
peut être par exemple la couche des routes qui est traitée séparément, la couche des bâtiments qui est traitée séparément, la topographie qui peut être traitée séparément. Et ça, ça a engendré aussi un changement assez notable, c'est que il y a eu des spécialistes qui sont apparus sur ces domaines-là, donc qui se sont un peu éloignés de la géographie, qui se sont spécialisés sur des composants géographiques. Et ça, c'est quelque chose d'important dans le cadre de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle va tirer parti de cette rationalisation. C'est-à-dire que c'est grâce au fait qu'on puisse combiner de la manière dont on veut ces différents aspects territoriaux, ces différentes données territoriales, qu'on est capable de créer des jeux de données qui vont être pertinents du point de vue de l'intelligence artificielle. Alors, une autre chose qui a été apportée évidemment par l'informatique, c'est le stockage. Donc, dès que l'informatique est apparue, on a commencé à stocker de l'information et on en a stocké de plus en plus. Donc, on a d'un côté cette rationalisation, c'est-à-dire qu'on est capable de stocker les choses de façon conceptuelle, par concept, mais en plus on les a accumulées. On a aussi acquis des données de plus en plus volumineuses, je pense notamment aux images aériennes qui se sont rapidement digitalisées. Donc on a cette informatique qui nous permet de stocker de plus en plus de données et qui surtout sont des données qui sont de plus en plus historisées, c'est-à-dire que des images aériennes, par exemple, on en acquiert régulièrement, sur une base régulière, entre 5 et 10 ans. Et c'est quelque chose que l'on stocke, et c'est une richesse, un patrimoine de données qui a beaucoup de sens en termes d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle a besoin d'énormément de données pour pouvoir apprendre et comprendre les problèmes que l'on cherche à résoudre. Donc voilà, l'informatique, encore un exemple de quelque chose qui a profondément changé nos métiers et sur lequel s'appuie lourdement l'intelligence artificielle. Alors ici, un élément un petit peu particulier, peut-être vous en avez entendu parler, peut-être pas, c'est l'invention du perceptron. Donc c'est à peu près dans les années 50 que cet outillage qui ressemble un petit peu à un cauchemar d'électricien a été introduit. Donc qu'est-ce que c'est que cette machine un peu spéciale? C'est une machine qui est constituée d'un enchevêtrement de fils et chacun de ces fils va être capable de regarder une partie d'une image qu'on lui soumet. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de fils qui, chacun, vont regarder une partie d'une image qu'on soumet à cet appareillage. Tous ces fils s'en mêlent les uns dans les autres, et à la sortie de cette machine, on a un seul fil, et ce fil est capable d'une classification binaire. C'est-à-dire que si vous faites entrer par exemple des images de visage dans cette machine, dans cet appareillage, cette machine est capable de discerner si vous lui soumettez un visage d'homme ou un visage de femme. Si vous lui soumettez par exemple des images de chiens et de chats, cette machine commence à être capable de discerner si on voit un chat ou un chien sur l'image. Et du coup, ça c'est quelque chose d'assez étonnant parce que c'est quand même une machine un peu abscon, donc c'est un enchevêtrement de fils et les gens se sont dit, tiens, si on en mêlait plein de fils les uns dans les autres, est-ce qu'on pourrait pas résoudre des nouveaux problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre par le passé? Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Cette machine, cet enchevêtrement de fils, a bel et bien réussi à résoudre des problèmes qui étaient hors de portée par le passé. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que cet enchevêtrement de fils, c'est vraiment l'ancêtre des réseaux de neurones qu'on utilise aujourd'hui et qui sont vraiment à la base de l'apprentissage profond. Alors, donc on a vu un petit peu cette introduction rapide sur les différents éléments qui ont non seulement sur lesquels se repose l'apprentissage profond, tous ces éléments théoriques, ces éléments pratiques, mais on a aussi vu quand même que à chaque fois que quelque chose apparaît, que ce soit un carcan théorique, que ce soit une innovation technique, les métiers changent de façon très profonde. L'informatique en est un exemple extrêmement parlant parce que après l'arrivée de l'informatique, on n'a plus parlé de géographie, mais plutôt de géo-information. Donc là, ce que j'aimerais, c'est passer sur l'apprentissage profond. Donc on ira dans ces sections que j'ai détaillées durant le sommaire. J'aimerais peut-être introduire cette notion d'apprentissage profond en vous parlant finalement de l'image aérienne, parce que l'intelligence artificielle, le gros élément, enfin le gros problème que l'intelligence artificielle a permis d'aborder de façon beaucoup plus facile, c'est le traitement de l'image. L'image est quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement intéressant en termes de quantité d'informations qu'elle contient, mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à aborder. Informatiquement même, c'est extrêmement pénible d'aller chercher de l'information, d'aller extraire cette information d'un jeu d'images, qu'elles soient des images aériennes, qu'elles soient en lien avec la géographie ou pas, mais c'est notamment le cas dans la géographie. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle est beaucoup entrée dans la géoinformation au travers des images aériennes, parce que c'est un outil qui commence à nous autoriser à aller chercher une richesse, et une richesse qui peut être répétée dans le temps. Donc voilà, alors c'est pas restrictif évidemment, l'intelligence artificielle peut nous offrir des outils dans d'autres domaines que l'image aérienne, mais c'est beaucoup au travers de l'image aérienne que l'intelligence artificielle est entrée et va entrer dans nos métiers liés à la géoinformation.
Alors ici, une petite parenthèse pour peut-être un petit peu fixer les concepts. Donc voilà, on a vu que cette notion d'intelligence artificielle était quand même assez compliquée, pas très clairement définie. Sachez aujourd'hui que quand on vous parle d'intelligence artificielle, normalement, on va vous parler de machine learning. C'est-à-dire que le machine learning, c'est ce grand domaine technique qui sous-tend l'intelligence artificielle au sens où on l'entend aujourd'hui. Alors, c'est pas un synonyme strict, mais sachez que quand on vous parlera d'intelligence artificielle, sous-jacent, il y a le machine learning. L'apprentissage profond qui nous intéresse ici, c'est un domaine du machine learning, c'est-à-dire que c'est un sous-domaine de ce machine learning, mais le machine learning contient aussi d'autres techniques qui sont aujourd'hui encore utilisées. C'est vrai que dans la géoinformation, on les voit beaucoup moins, mais il y en a quand même qui sont à l'œuvre. Donc, sachez que voilà, l'apprentissage profond a tellement explosé qu'il a un petit peu pris toute la place, il a un peu enflé dans le machine learning, il a un petit peu écrasé les autres disciplines qui existent dans le machine learning. Voilà. En général, sachez que IA est à peu près synonyme de machine learning. Alors, les réseaux de neurones, évidemment, ça c'est l'outil fondamental, l'outil principal qui nous est apporté, qui nous est offert par cette intelligence artificielle. Je vous propose ici qu'on regarde un petit peu plus en détail de quoi on parle finalement quand on parle de réseaux de neurones. Alors évidemment, quand on parle de réseau de neurones, on parle de quelque chose qui est purement informatique. C'est pas un objet tangible, ce n'est pas quelque chose de concret. C'est vraiment une structure de données dans le cadre de l'informatique. De la même manière, quand on parle de réseau de neurones, on parle de neurones, mais il ne faut pas confondre ça avec des neurones au sens biologique où on l'entend. Ici, les neurones qu'on utilise en intelligence artificielle sont vraiment des petits modèles très simplifiés qui vont s'inspirer du vivant, mais qui sont finalement très différents. Et tout ça, comme n'importe quel outil, comme n'importe quel logiciel informatique, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, c'est quelque chose qui est traité de façon purement informatique. Alors, regardons un petit peu plus en détail ce qu'est finalement un réseau de neurones. Alors là, je vous montre un réseau de neurones tout à fait simple, un réseau de neurones suffisamment simple pour être inscrit et schématisé sur une slide. Alors, un réseau de neurones, évidemment, est formé de neurones. Ici, les neurones, dans un réseau de neurones, sont regroupés par couches. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de couches qui sont formées de neurones qu'on appelle ici des neurones formels, et ces couches se succèdent les unes aux autres. C'est-à-dire que l'information, quand elle entre dans un réseau de neurones, elle entre par un bout, elle traverse la première couche, elle est ensuite transmise à la seconde couche, et ainsi de suite jusqu'à la sortie du réseau de neurones. Donc il y a un sens par lequel la donnée entre, elle est transmise dans ce sens-là, et finalement on reçoit le résultat, on réceptionne le résultat du réseau de neurones à la sortie, à l'autre bout, à la sortie du réseau de neurones. Donc ici, si l'information peut être transmise de couche en couche, c'est parce que ces différents neurones sont connectés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il existe des connexions, et c'est ça qui forme et qui formule le réseau de neurones. Donc ici, ces connexions vont assurer cette transmission de l'information, et elles concernent tous les neurones. C'est-à-dire que les neurones d'une couche vont être en communication avec tous les neurones de la couche précédente. Les neurones d'une couche sont aussi en communication avec tous les neurones de la couche suivante. Mais en général, on s'arrête à cette proximité-là, c'est-à-dire que l'information se transmet ainsi vraiment de couche en couche avec des liens qui existent qu'entre ces différentes couches. Alors, comment se passe finalement cette transmission d'information? Si on prend le neurone ici, par exemple, qui est noté en blanc, qui est au centre, en haut de la couche, du centre au niveau du réseau de neurones, on a un neurone qui va recevoir l'ensemble des valeurs des neurones de la couche précédente. Il va les utiliser pour calculer sa propre valeur à lui, mais il ne va pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire qu'il va recevoir cette information par ces liens qui existent entre les neurones, mais il va en faire une somme, un calcul pondéré. C'est-à-dire que chacun de ces liens qui lient les neurones les uns avec les autres vient avec une pondération qui va plus ou moins réussir, laisser passer l'information de neurone en neurone. C'est-à-dire qu'un neurone va calculer sa propre valeur sur une somme pondérée de l'ensemble des valeurs des neurones de la couche précédente. Et ça, ces pondérations qu'on appelle ici dans un réseau de neurones, c'est ce qu'on appelle les poids, c'est les paramètres du réseau de neurones, et quand on cherche à entraîner un réseau de neurones, ce sont ces valeurs-là qu'on va chercher à déterminer. Donc ici, ces poids sont vraiment, ici je vous ai montré ces poids pour un seul neurone, mais sachez qu'il existe ce jeu de poids pour chacun des neurones de toutes les couches. Alors ici, évidemment, il y a deux couches qui sont un peu spéciales. C'est la première couche qui n'a pas de couche précédente, donc elle ne peut pas calculer ses propres valeurs sur la base d'une couche précédente. Et ça, c'est typiquement la manière dont on va faire entrer l'information dans un réseau de neurones. C'est-à-dire que l'information va rentrer par la couche d'entrée, elle va être propagée par ce jeu de pondération, puis elle va sortir par la sortie. Si on prend par exemple l'exemple d'une image,
Une image est assez facile à faire entrer dans un réseau de neurones parce qu'elle est déjà découpée en petites unités. Donc, les pixels sont déjà des petites unités de valeurs. Il est possible de facilement distribuer ces valeurs sur chacun des neurones de cette première couche, donc de la couche d'entrée du réseau de neurones, puis ensuite les propager jusqu'à la sortie. À la sortie, on va aussi recevoir un jeu de valeurs qui dépend de la taille de la couche de sortie. Mais quoi qu'il en soit, quand on fait entrer quelque chose dans un réseau de neurones, ça doit être formé d'un ensemble de valeurs. Et tout ce qu'on va réceptionner à la sortie d'un réseau de neurones, ce sera toujours un ensemble de valeurs également. Et il faudra toujours travailler un petit peu pour que cette sortie, cet ensemble de valeurs fournisse quelque chose de pertinent, un résultat qui soit pertinent par rapport au problème qu'on cherche à résoudre. Alors ici, évidemment, je vous ai montré un réseau de neurones qui est simple, qui est parmi les plus simples possibles. Vous vous doutez bien que la complexité des architectures possibles des réseaux de neurones est beaucoup plus riche que ça. Alors, je ne peux pas ici faire un cours en entier sur l'architecture des réseaux, mais sachez qu'il existe de très, très nombreuses architectures de réseaux. Alors, toutes fonctionnent de la même manière. Il y a toujours une entrée, il y a toujours une sortie, il y a toujours une communication entre les différents neurones par ces liens et par ces sommes pondérées, donc ces poids qui modulent la façon dont l'information va être transmise dans le réseau de neurones. Et en général, c'est un petit peu, pas tout à fait correct de le dire, mais c'est quand même assez vrai, il y aura une architecture de réseau de neurones par type de problème que l'on cherche à résoudre. Donc c'est pour ça qu'il y a cette grande richesse d'architecture de réseau de neurones, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes auxquels on cherche à s'attaquer. Alors ici maintenant, on a vu ce qu'était un réseau de neurones, donc on a vu que ces réseaux de neurones étaient faits de liens qui lient ces différents neurones les uns avec les autres, et on a vu que entre ces neurones, il y a des poids, c'est-à-dire des paramètres qui vont plus ou moins laisser passer l'information qui entre et qui ensuite sort du réseau de neurones. Donc si l'apprentissage, c'est vraiment ça, c'est cette notion, cette procédure, cette algorithmique, cette méthode qui consiste à aller chercher les valeurs de ces poids. Alors, comment fait-on cela? Ici, je vais reprendre ce que je vous avais introduit, donc ce calcul d'optimisation. Vous vous souvenez, quand on avait pris cette droite, on avait calculé à quel point cette droite était fausse. On avait fait ça en sommant l'ensemble des erreurs qu'on avait commises en considérant la distance entre chaque point et la droite que l'on avait considérée. Ici, on va faire quelque chose de très similaire, c'est-à-dire que le réseau de neurones, on va lui montrer un exemple. Donc, il y a une donnée qui va entrer dans le réseau de neurones, elle va être propagée dans le réseau de neurones, et à la sortie, il va nous donner un résultat. Le jeu ici, c'est de savoir quel est le résultat qu'on aurait voulu obtenir par rapport à cette donnée qui est entrée dans le réseau de neurones. Et ce que l'on peut faire par rapport à ce que le réseau de neurones nous répond, c'est de calculer à quel point il a fait faux. C'est-à-dire que, étant donné qu'on attend une certaine sortie, on peut regarder à quel point on a commis une erreur, et ce faisant, si on multiplie les exemples, on peut avoir à la fin ce qu'on appelle une somme d'erreurs, c'est-à-dire à quel point le réseau de neurones répond faux sur l'ensemble des exemples qu'on lui a montrés. Alors évidemment, c'est là que le calcul d'optimisation va entrer en jeu, c'est-à-dire que c'est à lui que l'on va soumettre ces paramètres, qu'on va soumettre cette erreur, et c'est à lui qu'est la charge de diminuer cette erreur. Et c'est dans ce sens-là, c'est de cette manière-là qu'on va faire apprendre à un réseau de neurones une problématique, un problème que l'on cherche à résoudre. C'est-à-dire que ces poids vont se déterminer par le calcul d'optimisation, par petites étapes, parce qu'on lui montre des exemples et parce qu'on est capable de comprendre à quel point on fait faux sur chacun de ces exemples. Donc voilà, ça c'est la procédure d'apprentissage, c'est ce que l'on fait quand on cherche à faire apprendre à un réseau de neurones un problème donné, une problématique spécifique. Alors, en résumé, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle et notamment l'apprentissage profond, c'est qu'on n'a plus à écrire d'équations, c'est-à-dire qu'on ne formule plus le problème mathématiquement, on n'a plus à s'embêter avec de jets d'équations. Ici, on va décrire le problème que l'on cherche à résoudre par l'exemple, c'est-à-dire que on va illustrer le problème par des exemples, et c'est par ces exemples que le réseau de neurones va être capable d'apprendre et de fournir une solution qui est pertinente par rapport au problème qu'on cherche à résoudre. Alors évidemment, on utilise ce fameux calcul d'optimisation pour trouver les points. Alors ça, ce sont des algorithmes mathématiques qui ne sont pas très intéressants ici. C'est simplement, voilà, c'est ce jeu de diminution de la fonction de coût qui va ici nous intéresser. Et ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, on utilise le calcul d'optimisation pour résoudre des problèmes que lui-même ne sait pas vraiment résoudre. Par exemple, si vous voulez détecter des bâtiments sur une image aérienne, le calcul d'optimisation, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est minimiser une fonction de coût. C'est la seule chose qu'il sait faire, une fonction d'erreur. Et du coup, là, on voit que grâce au réseau de neurones, grâce à l'utilisation d'exemples, on arrive à trouver une méthode qui permet de transformer un petit peu le problème que l'on cherche à résoudre en un problème que le calcul d'optimisation, lui, est capable de résoudre. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant avec l'apprentissage profond, c'est qu'on n'a plus
à formuler le problème, on le décrit par l'exemple et on laisse le réseau de neurones comprendre le problème. Alors évidemment, en contrepartie, on a quelque chose qui est encastré dans un réseau de neurones, donc la solution que l'on obtient, c'est quelque chose qui est vraiment matériellement par l'entremise de tous ces points, de tous ces paramètres, qui est bloqué dans le réseau de neurones. Donc c'est extrêmement difficile de comprendre finalement pourquoi on a obtenu une solution, et si la solution n'est pas optimale, ça va être extrêmement difficile d'aller modifier le réseau de neurones. En général, ce que l'on doit faire quand on n'est pas satisfait du résultat, c'est vraiment passer par un réentraînement complet, une modification des exemples qu'on soumet au réseau de neurones pour pouvoir réobtenir un nouvel outil plus performant. Alors ici, il y a une notion qui est assez complexe, mais qui est quand même assez importante à introduire par rapport à l'apprentissage profond, c'est que, évidemment, un réseau de neurones, il ne va pas résoudre parfaitement les problèmes. C'est évidemment beaucoup trop compliqué. Et il y a ce qu'on appelle cette notion de généralisation. Ça, c'est quelque chose d'important. La généralisation, pour synthétiser, c'est ce qui va vous déterminer dans quelle mesure votre réseau de neurones a réellement compris le problème que vous cherchiez à résoudre. Et quand on n'a pas la généralisation, quand la généralisation n'est pas atteinte, en général, on a deux types de grands problèmes par rapport à ce manque de performance. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça en vous prenant une analogie assez simple, qui sont les tables de multiplication. Donc, on a tout d'abord ce qu'on appelle le sous-apprentissage. Le sous-apprentissage, c'est comme si, face à l'apprentissage de la multiplication, vous choisissiez de ne regarder que la table de 10. Alors, la table de 10, elle est facile, évidemment, il suffit d'ajouter un 0 à tous les nombres que l'on multiplie, et du coup, d'une certaine manière, là, vous avez bel et bien compris ce que ça voulait dire de multiplier par 10. C'est-à-dire que si je vous donne une multiplication par 10 que vous n'avez jamais vue, vous ajouterez le 0, et vous aurez compris la logique de la multiplication. Par contre, si je vous donne une autre multiplication, je sais pas, 4 fois 7, vu que ce n'est pas une multiplication par 10, vous serez perdu. Vous n'arriverez pas à répondre, donc vous n'aurez que partiellement compris le concept de multiplication. Et ça, c'est ce qui se passe souvent en apprentissage profond, c'est-à-dire qu'on a montré un certain nombre d'exemples au réseau de neurones pendant l'apprentissage, mais il n'aura pas réussi à finalement déduire une solution générale. Et du coup, il n'aura compris qu'une partie du problème. Ça, c'est un des grands écueils sur lesquels souvent on se confronte en apprentissage profond, c'est ce sous-apprentissage où le réseau n'a compris qu'une partie du problème. Un autre élément plus étonnant, c'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Alors, le surapprentissage, c'est quand on laisse le réseau de neurones apprendre trop des exemples qu'on lui soumet durant la phase d'apprentissage. Et au bout d'un moment, le réseau de neurones, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va finalement emmagasiner cette information, comme s'il apprenait un peu par cœur les exemples qu'on lui donne, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il va être incapable de sortir de ces exemples. Donc c'est comme si ici, face à l'apprentissage de la multiplication, vous choisissiez de n'apprendre les multiplications que par cœur. Et du coup, ça fonctionnera très bien tant que vous restez dans les tables de multiplication que vous avez apprises, mais dès que vous en sortez, vous n'arriverez plus à formuler de réponse parce que vous n'aurez pas compris le concept de multiplication. Donc ça, c'est l'autre grand problème que pose l'apprentissage, c'est ce surapprentissage où le réseau de neurones, finalement, se focalise trop sur les exemples qu'on lui soumet. Donc voilà, ça c'est une notion qui est assez complexe. La notion de généralisation, c'est quelque chose qui sera beaucoup laissé aux experts métiers parce que ce sont eux qui vont être capables de discerner si oui ou non un réseau de neurones a réellement réussi à résoudre une problématique en lien avec nos métiers. Alors ici, maintenant, je vais m'attarder à ce qu'on appelle le corpus. Donc, on a vu les réseaux de neurones, on a vu qu'ils avaient des paramètres, on a vu la notion d'apprentissage, on a à peu près compris comment un réseau de neurones, finalement, apprend des exemples qu'on lui soumet. Donc, maintenant, il faut parler du corpus. Corpus, ce sont vraiment ces exemples qu'on va lui soumettre. Donc, on a donné un nom à ce type de données, parce qu'en général, c'est plus qu'une simple donnée, c'est une conjonction de données. Et cette notion de corpus est extrêmement importante dans l'intelligence artificielle et surtout dans l'apprentissage profond. Évidemment, parce que vous n'aurez aucun autre moyen d'expliquer au réseau de neurones le problème que vous cherchez à résoudre que par ces exemples-là. Donc, ce sont ces exemples-là, les exemples que vous lui fournissez au moment de l'apprentissage, que vous allez réussir à lui expliquer ce que vous cherchez à résoudre. Donc, en fait, le corpus, c'est ce qui va décrire le problème que vous cherchez à résoudre. Et ça, c'est quelque chose d'assez complexe, finalement. Il y a effectivement cette simplicité qui consiste simplement à montrer des exemples à un réseau de neurones pour qu'il soit capable d'apprendre et de comprendre un problème, mais il y a aussi en contrepartie cette constitution du corpus pour choisir les bons exemples, les bonnes illustrations pour pouvoir circonscrire de façon correcte le problème que vous cherchez à résoudre. Alors pour prendre un exemple tout à fait simple, imaginons que vous cherchiez à mettre en place un réseau de neurones qui soit capable, quand on lui soumet une image, de
nous dire si c'est un chat ou si ce n'est pas un chat qui apparaît à l'image. Donc ici, on voit un réseau de neurones qui prend une image et qui nous répond une réponse binaire, oui ou non, voit-on un chat sur l'image qu'on lui propose. Donc il faut donc un corpus pour entraîner le réseau de neurones, pour qu'il apprenne ce problème, qu'il soit capable de résoudre ce problème. Donc évidemment, s'il y a une chose que Internet produit en masse, c'est bien des images de chats. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop de soucis, on amasse des images de chats, on prend des images d'autres animaux, et pour chacune de ces images, on va finalement noter si oui ou non on voit un chat sur cette image-là. Et voilà, du coup, on a formé un corpus qu'on peut utiliser pour entraîner un réseau de neurones et lui apprendre à résoudre ce problème-là. Alors, ça paraît assez simple comme ça, mais si je vous montre ces images ici, tout d'un coup, on est un petit peu embêté parce que ce sont bien des images de chats, c'est évident, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais est-ce que c'est vraiment l'image que l'on se fait du chat? Étant donné le problème que l'on cherche à résoudre, est-ce que vraiment ce sont des données pertinentes à entrer dans notre corpus d'entraînement? Parce qu'elles sont tellement particulières que finalement, est-ce que ça entre réellement dans la question que l'on pose? Alors ici, il n'y a pas de réponse juste ou fausse quant à laisser ou non ces images-là dans le corpus d'entraînement. Ce que j'aimerais ici vous dire, c'est que en fonction de votre choix, que vous choisissiez ou non de garder ces images dans votre corpus d'entraînement, vous allez changer la question que vous posez. C'est-à-dire que si vous laissez ces images-là dans votre corpus d'entraînement, effectivement, la question que vous posez, c'est bel et bien, y a-t-il en toute généralité un chat qui apparaît à l'image? Si vous enlevez vos images du corpus d'entraînement, la question deviendra plutôt, est-ce que sur cette image, on voit un chat tel qu'on le percevrait usuellement ou naturellement? Donc on voit que même sur un problème aussi bête que de détecter un chat, la présence ou non d'un chat sur une image, on est tout de suite très rapidement confronté à des choses assez subtiles, assez déroutantes, malgré la simplicité du problème. Et ça, c'est un aspect très important de l'apprentissage profond, c'est le soin qu'il faut apporter à la constitution de ces corpus qu'on va ensuite utiliser pour l'entraînement des réseaux de neurones. Alors ici, je vais vous prendre un exemple un petit peu plus concret. Des images aériennes, imaginons que la question que l'on pose ici, ce soit est-ce que sur ces images, on voit des bâtiments et si oui, où sont-ils? Ça, c'est la question qu'on pose et qu'on aimerait poser à un réseau de neurones. Alors, sur l'image de gauche, évidemment, normalement, là, il y a un consensus, il n'y a pas trop de discussion possible. Effectivement, il y a bien un bâtiment. Sur l'image centrale, il y a des bâtiments qui sont assez clairs, il n'y a pas trop de discussion, sauf que si vous regardez sur la gauche de cette image du centre, un peu au milieu, il y a 4 petits groupes qui ressemblent un petit peu aux bâtiments, qui semblent être des constructions, mais un petit peu plus difficile de savoir de quoi il s'agit. On pourrait imaginer que ce sont peut-être des abris à voitures plus que des bâtiments. Sur l'image de droite, on a ici une petite bâtisse qui est finalement un portail d'entrée dans un parc, dans un espace vert dans une ville. Et là aussi, est-ce que ça c'est un bâtiment? Est-ce qu'on considère ça comme un bâtiment ou pas? Est-ce que c'est une construction plus en général? Et là, le réflexe, quand on est un peu perdu comme ça, c'est d'aller questionner des experts métiers, des experts de ces constructions, des bâtiments. Et là, le problème, c'est que ces experts, en fonction de leur métier, ils vont vous donner des réponses qui sont différentes. Ceux qui font le cadastre vont vous répondre par rapport à ce qui doit être cadastré en termes de bâtiments. Si je prends l'image du centre, les abris à vélo ou à voiture, peut-être que ce sont des choses qu'on ne cadastre pas. Donc pour ces experts métiers-là, ils vont dire non, ça c'est pas des bâtiments. Si on prend, je sais pas, les services des eaux, que vous lui montrez l'image de droite, vu qu'il n'y a pas d'eau, ce bâtiment n'est pas raccordé au système d'eau, cet expert métier vous dira, non, pour nous, finalement, c'est pas un bâtiment, on ne s'en occupe pas. Donc voilà, vous voyez que quand on cherche à s'intéresser à la détection de ces objets ou à reconnaître des éléments sur des images et à construire un corpus en conséquence, on est tout de suite assailli par des questions qui sont très vite déroutantes, qui prennent un peu de temps, qui sont vite un peu subtiles et qui nous forcent vraiment à cerner très clairement le problème que l'on cherche à résoudre. Voilà, là je fais une petite pause, je vais juste redonner la parole à Fabrice pour des questions de modération. Merci Nils pour cette première partie de ce webinaire. On a vu dans l'introduction un certain nombre de sujets sur l'historique, sur l'apprentissage profond. Et puis avant de passer sur les grands types de problèmes d'intelligence artificielle, les outils et puis les exemples concrets, juste pour vous rappeler, messieurs, dames, la partie questions-réponses, donc dans votre barre d'outils. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à le faire, de manière à ce qu'on puisse ensuite les synthétiser dans la dernière partie du webinaire et qu'on puisse avoir un échange de questions-réponses avec Nils. Merci, bonne poursuite de webinaire. Nils, je te repasse la parole. Merci. Donc maintenant, j'aimerais passer sur cette section qui est assez intéressante à mon avis pour nos métiers de la géoinformation. Quels sont les grands types de problèmes que
l'intelligence artificielle nous permet de résoudre aujourd'hui. Alors, je ne peux pas vous donner un inventaire exhaustif parce que la richesse des problèmes est absolument terrifiante. Je n'ai pas la prétention de connaître l'ensemble des problématiques métiers qui pourraient être résolues par l'apprentissage profond et les outils apportés par l'intelligence artificielle. Mais j'aimerais quand même essayer de vous synthétiser un petit peu ces grands types de problèmes qu'on peut aborder, qu'on arrive aujourd'hui à résoudre de façon plus facile avec l'apprentissage profond. J'aimerais aller sur deux grands types de problèmes. Alors, ça sont des termes un peu techniques. On appelle ces problèmes la première catégorie des problèmes supervisés et la deuxième catégorie des problèmes non supervisés. Alors, quand on parle de problèmes supervisés, c'est quand on a la connaissance de ce qu'on veut que le réseau de neurones nous réponde. Quand on parle de problèmes non supervisés, c'est lorsque l'on n'a pas la réponse qu'on attend du réseau de neurones. Je sais que c'est un peu particulier, mais il existe effectivement des réseaux de neurones où il n'y a pas de sortie attendue. Et ces réseaux de neurones sont un peu particuliers, mais ils permettent quand même de résoudre des problèmes qui sont assez intéressants. Donc voilà, synthèse, un petit peu pour vous présenter, pour essayer de vous donner les clés de compréhension de ce que l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones peuvent vous apporter aujourd'hui et peut-être aussi vous donner des pistes pour aller chercher d'autres applications, d'autres types de problèmes qui pourraient être intéressants d'être abordés par l'IA. Alors ici, je vais commencer par ce qu'on appelle les problèmes de régression. Alors encore un terme un peu technique, mais ici pour vous l'introduire, je vais prendre l'exemple du tourisme. Imaginons que votre but ce soit de prédire un nombre de visiteurs en fonction de conditions météo. C'est-à-dire que vous avez des conditions météo qui sont synthétisées sous la forme d'un ensemble d'indicateurs. Alors ça peut être des températures, ça peut être la quantité de pluie, ça peut être l'ensoleillement, bref, tout un tas d'indicateurs qui vont nous donner une condition météo. Et sur la base de ces indicateurs, on aimerait un modèle, un outil qui nous dise, voilà, par rapport à ces conditions météo, voici le nombre de visiteurs qu'il faut attendre pour un événement quelconque. Ça, c'est un exemple de régression, c'est-à-dire qu'on va prendre des valeurs numériques qui caractérisent un concept, qui caractérisent un élément, et sur cette base-là, on va essayer de prédire quelque chose, un autre indicateur ou une valeur quelconque. Et ça peut être un peu intéressant dans le cadre de la géoinformation, c'est qu'on a un certain nombre d'indicateurs, souvent qui sont sous la forme de raster, et qui nous donnent accès à tout un tas d'indicateurs numériques qui sont géolocalisés par le fait qu'ils sont véhiculés par des rasters. Et ça nous donne accès à tout un corpus d'indicateurs qui, justement, peuvent nous servir à faire de la régression. Alors, par exemple, imaginons, on pourrait essayer de prédire des quantités comme des rendements ou de la gestion de risque. Imaginons qu'on ait un certain nombre d'indicateurs par rapport à la météo ou au réseau d'eau, des choses comme ça, et qu'en fonction d'un certain nombre d'indicateurs, on aimerait soit prédire des rendements agricoles, peut-être aussi prédire un certain nombre de risques ou de facteurs de risque. Voilà, ça c'est un exemple où les problèmes de régression sur des indicateurs géographiques peuvent commencer à vous simplifier la tâche pour mettre en place des modèles prédictifs. Il y a une autre chose que la régression nous apporte et qui est très intéressante, c'est que, imaginons que vous ayez réussi à prédire quelque chose avec succès sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, vous pouvez ensuite enlever un de ces indicateurs et regarder si vos prédictions continuent d'être pertinentes. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre indicateur est très important. Si c'est le cas, c'est que votre indicateur peut-être n'est pas très pertinent du point de vue de ce que vous cherchez à comprendre. Et du coup, ça c'est un problème, un élément où la régression peut nous aider, c'est que on peut essayer de regarder quels sont réellement les indicateurs les plus pertinents de ceux qui le sont moins. Et du coup, essayer de rationaliser les indicateurs que l'on considère et que l'on manipule. Aussi, quelque chose d'intéressant avec la régression, c'est la complétion de données. C'est-à-dire que dans des données dans des tables de données où certaines données peuvent être lacunaires, la régression, par un entraînement, peut essayer de remplir et de compléter certains jeux de données. Donc voilà, ce qui est intéressant ici, c'est que l'intelligence artificielle vous dédouane des équations mathématiques, c'est-à-dire que c'est par l'exemple que le modèle va apparaître, vous n'avez plus besoin de modéliser, d'avoir des équations complexes, même si vous abordez des problèmes, des prédictions qui sont complexes. Deuxième problème important qui est intéressant du point de vue de la géoinformation, c'est ce qu'on appelle la classification d'images. Alors ici, je vous donne un exemple, c'est par exemple reconnaître la marque d'une voiture qu'on voit sur une image. Alors ici, ce qui va entrer dans le réseau de neurones, c'est une image, et ce qu'on aimerait en sortir, ce qu'on aimerait que le réseau de neurones nous indique, c'est la marque de la voiture. Ça peut être une Ford, une Porsche, etc. Et ça, voilà, c'est un type de réseau de neurones qui permet de catégoriser, de classifier l'image. Donc vraiment, on prend des images en entrée et on a une catégorisation qui en sort en sortie. Et du coup,
Alors ça, c'est pas le plus pertinent du point de vue de la géoinformation parce que cette classification se fait sur la base du sujet dominant de l'image. En général, en géoinformation, on aimerait bien plutôt regarder dans les détails de l'image plutôt que de se focaliser sur l'élément dominant, mais c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Alors je cite ici quelques exemples d'applications qui peuvent être intéressants du point de vue de cette classification. Alors ça peut être par exemple simplement catégoriser des images par leur contenu, ça peut être aussi de la détection d'anomalies sur des images de vidéosurveillance, détecter peut-être, je sais pas, des accidents, des changements sur le territoire. On pourrait imaginer que des opérateurs acquièrent de l'image via leur smartphone, par exemple, sur le terrain, dans le cadre de leur métier, et que peut-être, ça peut être intéressant de classifier ces images de façon automatique comme un pré-traitement ou comme une simplification du traitement de ces photographies. Une autre chose, voilà, c'est simplement la classification d'éléments visuels. Peut-être avez-vous des atlas d'éléments géographiques qui sont visibles sur des images aériennes et qui sont déjà segmentés. Vous pouvez imaginer classifier de façon beaucoup plus efficace ces atlas d'éléments géographiques. Alors, beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on appelle la segmentation d'images, et ça, c'est quelque chose qui est déjà passablement utilisé en géoinformation. Alors, la segmentation d'images, pour vous donner un exemple, c'est, imaginons qu'on essaye de regarder, d'analyser la voirie. Donc, on prend des images aériennes et on aimerait savoir sur ces images aériennes qu'est-ce qui fait partie ou non de la voirie. Et la segmentation, c'est ça qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire qu'elle va prendre une image en entrée, cette image aérienne que vous considérez, et pour chaque pixel, elle va vous assigner une catégorie, c'est-à-dire que chaque pixel va être catégorisé et du coup, on peut comme ça séparer les différents groupes de pixels de l'image et, dans le cas de notre exemple, séparer les éléments de voirie. Donc, on aurait en sortie la voirie qui serait segmentée, qui serait séparée du reste de l'image en termes de pixels. Alors ici, c'est un réseau de neurones qui prend donc des images en entrée et qui sort des images de même taille en sortie, mais sur ces images, au lieu d'avoir de la couleur, on a une catégorisation qui va nous permettre de ranger les différents éléments visuels, pixel par pixel, dans des catégories prédéfinies. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la segmentation d'image? Évidemment, beaucoup plus de choses qu'avec la classification. Un des grands problèmes qu'on peut imaginer, c'est les cartes d'usage du sol, c'est-à-dire catégoriser l'usage du sol sur des images aériennes, donc les transformer quasi directement en des représentations d'usage du sol. On peut imaginer découper ou d'isoler des éléments, c'est-à-dire on peut imaginer, je sais pas, je vous ai donné l'exemple du Vier, mais on peut considérer le rail, les os, etc. et d'avoir un outil qui soit capable de nous regrouper les pixels qui font partie de ces catégories qui nous intéressent. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est transformer ces détections en des couches de vecteurs, c'est-à-dire que si on détecte par exemple les lacs ou les plans d'eau, on peut les vectoriser sur la base de ces groupes de pixels. Ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire, transformer des groupes de pixels en vecteurs. On peut aussi essayer de détecter les enveloppes, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment évoluent les enveloppes. Ça peut être le cas, par exemple, sur la forêt, comment évolue l'enveloppe de la forêt, si elle diminue, si elle augmente, etc. On peut aussi considérer dans ce cadre-là ce qu'on appelle les images hyperspectrales, assez intéressant du point de vue de l'analyse de la végétation et des éléments naturels qui peuvent aussi entrer dans la segmentation. Je cite ici aussi que cette segmentation s'applique avec un effort supplémentaire sur les nuages de points. Donc ces objets qui sont tridimensionnels, on peut aussi faire de la classification des nuages de points en utilisant la segmentation d'instances via des réseaux de neurones. Donc voilà, segmentation d'instances, là on est sur un outil qui est déjà beaucoup plus intéressant pour nous en termes de géoinformation. Un raffinement de la segmentation d'images, c'est ce qu'on appelle la détection d'objets. C'est-à-dire que là, on va repérer sur l'image où sont les objets qui nous intéressent. Alors, pour prendre un exemple, on pourrait imaginer que sur des images aériennes, on cherche à inventorier des voitures. C'est-à-dire qu'on aimerait, sur l'image, savoir où sont les voitures, faire un inventaire et comprendre où sont l'ensemble des voitures qui sont présentes sur l'image. Donc ici, ce qui va entrer dans le réseau de neurones, c'est évidemment une image. Ce qu'on va récupérer en sortie, c'est une position qui sera sous la forme d'un rectangle englobant et une catégorisation, c'est-à-dire qu'on pourra catégoriser ces détections en voiture utilitaire, en minibus, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la détection d'objets, c'est-à-dire qu'on se focalise vraiment sur un objet très précis dont on veut faire l'inventaire. Alors évidemment, il entre dans ce réseau de neurones des images, et ce qui en sort, ce sont des rectangles englobants associés à une catégorie. Alors évidemment, ça c'est aussi beaucoup plus intéressant du point de vue de la géoinformation. On peut imaginer détecter tout type d'éléments territoriaux, dès lors qu'on les perçoit sur des images aériennes, on peut imaginer aller les détecter sur des images aériennes, donc on peut imaginer le bâti, le mobilier urbain, les véhicules, enfin bref, la liste est extrêmement longue. Il y a évidemment la création d'inventaires qui est très intéressante. Une fois qu'on a lancé la détection d'objets sur des vastes zones géographiques, on a un inventaire qui découle de ce processus. On peut évidemment aussi transformer ça en couches vecteurs, c'est-à-dire que ces objets, une fois détectés, on connaît à peu près
la forme, donc on peut transformer ces inventaires en des inventaires géographiques, vectoriels. On peut aussi, sur des images qui ne sont pas aériennes, des images plus générales, ici je prendrai l'exemple des images panoramiques qu'on pourrait acquérir à la manière de Street View. La détection d'objets peut nous intéresser pour détecter, je ne sais pas, des visages, des plaques d'immatriculation et pour pouvoir appliquer les lois de protection des données et flouter ces éléments-là. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est quand on inclut la dimension du temps à tout ça. On avait la détection d'objets, la détection, la segmentation d'images. Sachez qu'on peut le répéter dans le temps, évidemment, dès lors qu'on a des images aériennes qui sont acquises de façon régulière, ces processus peuvent être répétés. Et ça, ça nous donne accès à plus que des inventaires, c'est-à-dire ça nous donne accès au cycle de vie des éléments territoriaux. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons qu'on cherche à détecter des panneaux solaires, on peut le faire sur un premier jeu d'images aériennes, un second jeu, etc. Et en répétant ces détections, ces inventaires, finalement, on peut comprendre le cycle de vie de ces éléments qu'on a détectés. C'est-à-dire qu'on peut savoir à quel moment ils sont apparus et à quel moment ils ont disparu. Donc là, une dimension du temps nous permet d'augmenter considérablement la richesse de l'information qu'on peut extraire de l'imagerie aérienne. Alors ici, les exemples sont aussi assez nombreux. Évidemment, on peut traquer l'évolution géographique d'éléments territoriaux. Donc, ici, je cite les carrières, les forêts, les rivières, les routes, etc. Ce sont des éléments dont on peut suivre la trace en répétant ces process sur différents jeux d'images aériennes. Il y a ce cycle de vie qui est très intéressant. Une fois qu'on a détecté des objets sur de vastes zones géographiques, le fait de le répéter dans le temps, on prend leur cycle de vie finalement. On peut aussi détecter des changements de façon beaucoup plus générale pour essayer de regarder ce qui se passe lorsqu'il y a eu des catastrophes naturelles, des incendies, l'évolution de l'urbanisme, etc. On peut aussi suivre et traquer l'évolution de l'usage du sol. Donc, étant donné qu'on peut déterminer l'usage du sol à une date donnée, évidemment, on peut le suivre le long de la ligne temporelle pour voir comment les choses évoluent. Ça peut être le cas pour suivre l'évolution des forêts, etc. Évidemment, toutes sortes d'analyses statistiques qui peuvent découler de cette répétition de l'application de ces différents outils sur différentes trames temporelles. Alors ici, je termine ici avec un problème qu'on appelle non supervisé. C'est un peu particulier comme type de problème. J'ai pas encore vu beaucoup d'applications dans la géoinformation de ce type de réseau de neurones, mais ici, c'est quelque chose qui peut servir à proposer des catégories sur des images que vous lui soumetteriez. On peut imaginer ici que vous lui donnez un certain nombre d'images et ce réseau de neurones-là, seul, va être capable de les regrouper par leur similarité intrinsèque. Donc, il n'y a pas de supervision, on ne va pas lui indiquer de catégorie préalable, c'est lui qui va les créer, c'est lui qui va, par similarité, déterminer des groupes d'images. Et ça peut quand même être intéressant dans la géoinformation. On peut avoir finalement des atlas d'éléments territoriaux dans des banques d'images et ça pourrait être intéressant d'être capable de proposer un certain nombre de catégories par rapport à ces atlas. Alors évidemment, ça peut être aussi simplement une aide au pré-traitement d'éléments territoriaux. Quand on a des grandes banques d'images, finalement, pouvoir les regrouper en des concepts clairs par similarité, ça peut être intéressant pour faciliter certains travaux. Et ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, si vous passez des éléments territoriaux dans ce type de réseau de neurones, si lui n'arrive pas à les distinguer, c'est probablement l'indication que ces objets ne sont pas distinguables les uns avec les autres. Et ça peut être une information intéressante par rapport à ces différents aspects territoriaux, de savoir, d'être capable de dire, voilà, ces éléments-là, ça ne sert à rien d'essayer de les discerner par l'intelligence artificielle, on n'y arrivera pas. Alors, évidemment, je ne peux pas vous donner une liste, mais sachez que l'intelligence artificielle se déploie bien au-delà de ce que je vous ai montré. Il y a par exemple, je vous cite ce qu'on appelle la reconnaissance des caractères manuscrits. Il y a tout un domaine dans ce qu'on appelle le traitement du langage naturel, la reconnaissance, la synthèse vocale, toutes ces choses-là. Il y a aussi ces éléments de reconnaissance faciale, d'estimation de pose, etc. Il y a de l'estimation de profondeur qui peut être aussi fait avec de l'intelligence artificielle. Bref, il y a une grosse liste. Et ici, j'ai vraiment essayé de vous montrer ce qu'était aujourd'hui le plus immédiatement pertinent du point de vue de la géoinformation et comment ces outils peuvent finalement nous permettre d'aborder des problèmes qu'on abordait peu ou difficilement par le passé. Alors, petite synthèse, quand on veut déployer de l'intelligence artificielle, évidemment, il va falloir être capable de cerner le problème que l'on se pose. Et par rapport à ce problème que l'on a cerné, il faudra étudier et aller chercher des données qui sont à disposition pour pouvoir constituer ces données d'entraînement, donc ce corpus d'entraînement qui va nous permettre d'aller entraîner des réseaux de neurones.
Il faut identifier évidemment dans quel grand type de problème on se place. Est-ce qu'on fait de la segmentation, est-ce qu'on fait de la détection d'objets, est-ce qu'on fait de la régression, etc. Il faudra ensuite choisir une architecture de réseau et former un corpus. Donc l'architecture réseau, ce sera plutôt à la charge du data scientist. Le corpus, ce sera plutôt beaucoup plus à la charge de l'expert métier. Et il y a cette notion de généralisation qu'il faudra essayer de déterminer une fois que le réseau est entraîné pour savoir si oui ou non on a obtenu un outil pertinent par rapport au problème que l'on cherche à résoudre. Alors voilà, ici, je vais faire un peu un bref overview des différents outils qui existent aujourd'hui et comment finalement aujourd'hui on actionne l'intelligence artificielle concrètement. Alors aujourd'hui, on est encore dans une situation qui est, alors elle n'est plus balbutiante évidemment pas, mais on est encore dans une situation un petit peu compliquée. Il y a beaucoup d'outils. Ces outils ont tous des rôles assez spécifiques. Donc ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de les hiérarchiser, non seulement par groupe d'outils par problème qu'ils résolvent, mais aussi par utilisateur, pour savoir qui peut utiliser quoi pour mettre en œuvre de l'intelligence artificielle. Alors ici, je vais commencer par les outils les plus profonds. Donc, on a ici ce qu'on appelle les frameworks. Donc, les frameworks, c'est vraiment les outils qui sont les plus profonds. Ce sont eux qui implémentent tous ces concepts que je vous ai cités. On a, ici, je vous montre les principaux. C'est pas une liste exhaustive. Il y a PyTorch, Keras, TensorFlow. Et ça, c'est vraiment ce qui est mis en œuvre par le data scientist, parce qu'il faut du code, il faut de la programmation informatique pour pouvoir mettre en œuvre ces frameworks. C'est là-dedans, c'est grâce à ces frameworks que l'on va mettre en place une architecture réseau. Donc, on est encore vraiment dans des outils qui sont très scientifiques. Un peu plus facile d'accès, mais quand même assez compliqué, ce qu'on appelle les réseaux préentraînés. C'est-à-dire qu'un réseau préentraîné, c'est une architecture qui est déjà choisie et un réseau qui est déjà pré-entraîné, c'est-à-dire qu'il a déjà subi une première phase d'entraînement sur des corpus formés par des scientifiques, et du coup, on peut se saisir de ces réseaux pré-entraînés et les spécialiser sur quelque chose qui nous intéresse. Et ça, ça nous simplifie beaucoup la tâche parce que l'architecture est faite, le gros de l'entraînement est fait, et nous, on n'a plus qu'à finalement créer un petit corpus qui va spécialiser ces réseaux pré-entraînés. Là, on est encore dans le domaine du data scientist parce que ces réseaux-là sont quand même assez compliqués à mettre en œuvre, ils sont souvent assez volumineux et ils nécessitent quand même de la programmation. Plus vers l'expert métier, on pourrait citer ce qu'on appelle les suites d'outils. Alors, elles commencent à apparaître, elles ne sont pas encore très bien organisées, mais ça commence à apparaître. Je cite notamment Raster Vision, qui est assez intéressant du point de vue de la géoinformation, où là, on est sur des suites d'outils qui commencent un peu à être utilisables par les experts métiers. Alors, ça reste des outils qui sont un peu compliqués, il y a toujours un morceau de code à écrire par-ci, par-là, mais ça, quand même, ça démocratise auprès de l'expert métier la mise en œuvre et l'utilisation de l'apprentissage profond dans le cadre de la géoinformation. Évidemment, le dernier groupe, ce sont les interfaces utilisateurs, donc ce sont les gros outils que l'on connaît aujourd'hui. Je cite ici ArcGIS, QGIS, FME. Ça, ce sont des outils qui commencent à vous donner accès d'une façon simplifiée à l'intelligence artificielle. Alors, vous ne pourrez pas tout faire facilement. Entraîner un réseau de neurones ne sera pas simple, mais vous aurez accès à des réseaux de neurones qui seront déjà entraînés, qui pourront déjà peut-être résoudre un certain nombre de vos problèmes. Et là, vraiment, on est très loin de la programmation. C'est vraiment des outils qu'on peut actionner par des experts métiers. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a quand même une formation qui sera un peu nécessaire pour que ces experts métiers puissent se familiariser et utiliser ces outils-là. Alors, j'aimerais terminer cette section sur l'apprentissage profond en vous parlant d'exemples concrets. Donc ici, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est deux cas d'usage. Donc, ce sont des cas d'usage qui nous ont été formulés par des experts métiers. Et c'est des exemples dans lesquels on a répondu à cette problématique métier en mettant en œuvre de l'apprentissage profond et de l'intelligence artificielle. Alors, le premier que j'aimerais aborder, c'est le problème des carrières. Alors, ce problème nous a été formulé par le géologue fédéral ici en Suisse, où son problème à lui, c'est qu'il n'avait pas de vision complète et claire de l'ensemble des sites d'exploitation des carrières sur le territoire. Il y a une charge compliquée de demander à chacun des cantons suisses de leur fournir les informations. Bref, c'était pour lui quelque chose d'assez compliqué de former un inventaire et du coup, pour lui, il y avait vraiment ce besoin d'être capable à un moment donné de savoir l'état de l'ensemble des sites d'exploitation sur un territoire donné. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est d'abord de choisir sur quelles données on allait travailler pour résoudre ce problème-là. Évidemment, on a travaillé sur l'image aérienne parce que c'est la plus à propos pour aller chercher ces éléments territoriaux. Ils y sont clairement visibles, ils y sont très bien caractérisés. Et ici, on a eu de la chance pour fermer notre corpus, c'est que pour annoter ces carrières sur les images, pour expliquer au réseau de neurones qu'est-ce qu'on voulait regarder, qu'est-ce qu'on voulait détecter sur l'image, on avait à disposition des annotations donc, sous la forme d'une couche de données vectorielles. Alors, ce sont des couches qui entrent dans la composition des cartes nationales suisses, parce que sur les cartes nationales suisses, on a les carrières qui sont représentées par une symbologie et sous-jacent, il y a une couche de vecteurs qui indique ces zones sur lesquelles il y a
une zone d'exploitation, une carrière en activité. Et du coup, on a pu tirer parti à la fois de l'imagerie aérienne, mais aussi de ces annotations qu'on a pu joindre à ces images aériennes, et on a pu ainsi former un corpus d'entraînement. Alors ce corpus avait cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on a choisi sur le territoire un ensemble de tuiles géographiques sous la forme d'images aériennes, et sur chacune de ces tuiles, on a marqué la présence d'une carrière, c'est-à-dire qu'on a pris ces annotations et on a gravé sur ces images l'endroit, l'emplacement, l'emprise géographique de ces carrières, qu'on a pu ensuite soumettre à un réseau de neurones pour qu'il s'entraîne à comprendre ce que l'on cherchait à détecter. Donc voilà, ça c'est concrètement ce qu'on appelle un corpus géographique. On a un jeu d'images, un jeu d'annotations qui se déploie sur le territoire et qui permettent de circonscrire et d'expliquer à un réseau de neurones le problème que l'on cherche à résoudre. Alors ici, vous avez quelques exemples des résultats qu'on a obtenus. Ici, vous avez des détections qui sont ici les zones en rose sur l'image. Vous avez aussi le contour en rose, contour linéaire en rose qui vous indique la vérité terrain. Ça, ce sont des exemples où on avait la vérité terrain. Et du coup, vous pouvez voir comment les réseaux de neurones sont capables d'aller chercher des objets assez complexes sur des très vastes zones géographiques et de faire un travail assez impressionnant, notamment dans la détection propre, mais aussi dans l'approximation de leur emprise géographique. Donc ici, on a un certain nombre d'exemples qui nous montrent quand même un exemple concret dans lequel un réseau de neurones, effectivement, a des performances qui sont intéressantes par rapport à cette problématique métier. Alors évidemment, il ne fait pas tout juste, c'est toujours compliqué. L'intelligence artificielle n'est pas miraculeuse. Il y a toujours on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des détections qui ont été faites par le détecteur, mais qui nous intéressent absolument pas. Des fois, c'est assez légitime. Sur l'image de droite, on peut comprendre qu'il y a eu une confusion. L'image du milieu, c'est plus difficile à argumenter parce que là, c'est une tache de neige. Donc, c'est un peu plus mystérieux. Pourquoi le réseau de neurones a-t-il cru que c'était une carrière? Enfin, voilà, ça, c'est typiquement des résultats que vous obtiendrez par la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. C'est des choses qui ont des bonnes performances, mais qui font quand même un certain nombre d'erreurs. Et ces erreurs peuvent parfois être un petit peu déroutantes et vont diminuer les performances de votre réseau. Alors ici, quelques chiffres. Lorsqu'on avait entraîné ce réseau de neurones, on avait pu le lancer sur l'ensemble du territoire. C'était un territoire de plus de 40 000 km². On avait traité ce territoire en termes d'image aérienne en un peu plus de 16 heures machine. Donc c'était une machine de bureau, une grosse machine de bureau, mais ça restait une machine de bureau. Donc en 16 heures, 40 000 km ont été traités. Et le réseau de neurones nous a sorti 2005 sites présumés. C'était ses prédictions, ce qui nous a fourni en sortie. Cet inventaire fait par le réseau de neurones a été soumis aux experts métiers, et ce qu'ils ont déduit par une analyse une par une de chacune de ces détections, c'est que 1906 de ces détections étaient parfaitement valables et pertinentes du point de vue du métier. Je cite ici aussi qu'ils nous ont retourné 11 sites qu'ils ont considérés comme étant incertains, c'est-à-dire que dans certains cas, même l'expert métier n'est pas capable de déterminer si oui ou non on a affaire à une carrière. Donc, les réseaux de neurones font des erreurs, mais les experts métiers ont aussi un certain nombre de limites. Et du coup, quelque chose à garder en tête quand on critique l'intelligence artificielle. Alors, ce que j'aimerais faire ici, à la suite de la présentation de ce projet, c'est essayer de vous sensibiliser, de vous sensibiliser à ce qu'on appelle la stratégie de la donnée, parce que dans ce cas d'application, dans ce cas d'usage, on est allé au travers de tout un tas de problèmes qui ont été très intéressants et qui mettent en exergue ce qu'on peut appeler la stratégie de la donnée, c'est-à-dire quelles sont les questions qui se posent par rapport à la donnée actuelle quand on la met en perspective de l'intelligence artificielle et de ces nouveaux outils qu'elle nous apporte. Et là, par exemple, c'est un premier problème qu'on a eu, c'est que on avait effectivement des annotations qu'on a pu utiliser pour former notre corpus d'entraînement, mais ces annotations avaient été faites sur des bases d'images qui ne sont pas celles que nous, on avait utilisées. Et entre ces deux jeux d'images, il y a eu quelques années. Et pendant ces quelques années, les sites ces sites d'exploitation, ces carrières, ont beaucoup évolué, ce qui fait que ces annotations, par le jeu du temps, pour certaines d'entre elles en tout cas, sont devenues invalides. On a dû mettre en place une stratégie pour aller vérifier, valider ces annotations pour vérifier qu'effectivement elles étaient bien synchrones d'un point de vue temporel. Alors ça, c'est typiquement un élément de ce qu'on pourrait appeler la stratégie de la donnée. C'est quand on fait un corpus, il ne s'agit pas simplement de mettre deux données ensemble, mais il s'agit de les mettre d'une façon qu'elles soient interopérables. Et là, ça commence à poser un certain nombre de questions quant à l'utilisation de nos données par rapport à l'intelligence artificielle. Un autre exemple important, c'est la résolution. La résolution, ça c'est quelque chose qui s'est déjà posé par le passé, évidemment. C'est quelque chose qui se repose de façon assez nette quand on déploie de l'intelligence artificielle, c'est à quelle résolution doit-on travailler. Alors ici, on serait tenté de prendre la résolution la plus
la plus forte, évidemment, mais ça c'est une mauvaise idée parce que déjà les corpus vont devenir énormes et le réseau de neurones peut commencer à confondre des éléments de détail. Plus on lui fournit de détails, plus il va avoir tendance à faire des erreurs parce qu'il voit de plus en plus de choses. Donc il y a encore une fois ce jeu de recherche de la résolution la plus pertinente par rapport à l'objet que l'on cherche à détecter. Donc ça c'est encore une question qui se pose par rapport à la donnée, c'est à quelle échelle, à quelle résolution finalement est-ce qu'il faut travailler. Notre exemple, ici purement technique, mais quand même assez intéressant, c'est que pour former notre corpus, on a dû aller chercher un très grand nombre de tuiles géographiques. Et ça, on l'a pu le faire parce qu'on avait à disposition ce qu'on appelle des serveurs de données, qui sont ici des VMS ou des VMTS, donc qui servent de la donnée imagerie géographique. Et du coup, nous, ça nous a beaucoup simplifié la tâche parce qu'on a pu faire des requêtes vers ces services, on a pu demander les zones qui nous intéressaient, on a pu facilement constituer notre corpus. Ça, c'est un autre aspect, c'est sachez que si vous travaillez avec des géotifs, ce sera beaucoup plus compliqué parce que pour aller chercher des tuiles dans ces géotifs, c'est un processus long, compliqué. Il faut ouvrir chaque tif qui sont souvent très lourdes, très difficiles à manipuler. Il faudra aller chercher les zones qui nous intéressent, les réunir pour former nos tuiles. Bref, c'est quelque chose de compliqué. Donc là, l'intelligence artificielle nous montre comment ces outils d'accès à la donnée deviennent de plus en plus importants pour faciliter l'accès à cette donnée, surtout dans le cadre de l'image aérienne, qui est une donnée très volumineuse. Alors ici, un élément plus subtil, c'est une fois qu'on a un réseau de neurones, qu'on l'a entraîné, qui nous fournit des prédictions, comment sait-on que ces prédictions sont bonnes ou pas? Parce que sur le corpus d'entraînement, effectivement, on sait ce qui se passe, mais quand on sort du corpus d'entraînement, quand on met en application, quand on déploie notre outil, il va nous fournir un certain nombre de résultats, mais il est assez compliqué de savoir si les performances sont gardées. C'est-à-dire que on ne sait pas si vraiment les détections qu'il nous fournit sont pertinentes ou non. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué aussi quand on actionne de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut avoir une stratégie pour pouvoir traquer effectivement les performances d'un réseau de neurones et s'assurer qu'effectivement, au long cours, il garde ses performances. Et ça, ça passe souvent par des échantillonnages statistiques. On va regarder manuellement un certain nombre de prédictions pour vérifier qu'effectivement, le réseau de neurones fait bien son travail et qui maintient des performances qui sont satisfaisantes pour les métiers concernés. Deuxième cas d'usage, les panneaux thermiques. Panneaux thermiques, un problème assez compliqué. Ici, ce qu'on avait comme problématique métier, c'était un expert métier qui disposait d'un registre administratif qui suivait le déploiement des panneaux thermiques. Donc les panneaux thermiques, ce sont ces installations qu'on a sur les toits pour chauffer de l'eau. Et son registre administratif, d'une part, n'était pas très fiable géographiquement, mais en plus, il n'avait pas la compréhension des panneaux qui avaient été réellement construits et ceux, éventuellement, qui auraient pu être détruits. Donc il avait un registre administratif qui n'était basé que sur des permis de construire, qui n'indiquait pas si l'élément a été construit ou s'il avait été détruit. Donc il n'avait pas de vision terrain par rapport à son registre administratif. Alors là, ce qu'on en a fait, c'est évidemment d'utiliser la détection d'objets, comme pour les carrières. On a évidemment utilisé l'image aérienne parce que c'est la donnée sur laquelle on va pouvoir faire ces inventaires de façon la plus facile. Les annotations ici étaient beaucoup plus compliquées. On n'en avait pas à disposition. On avait ce registre administratif, mais dont les positions étaient pas très bonnes, pas très fiables. Et du coup, on a pu les utiliser, mais ça a posé un certain nombre de problèmes. Alors ici, on a dû composer justement ce corpus. Ces annotations, on a dû les vérifier préalablement. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris le registre administratif, on a regardé les adresses correspondantes à chaque entrée de ce registre, on a vérifié le point géographiquement, on est allé chercher d'autres registres des bâtiments pour vérifier qu'effectivement la position faisait sens. Bref, ça a été assez compliqué de pouvoir constituer ce jeu d'annotation sur les images pour pouvoir former notre corpus d'entraînement. Ça nous a coûté... ça a eu un certain coût pour obtenir un corpus suffisamment large pour pouvoir entraîner un réseau de neurones. Évidemment, il a fallu annoter les tuiles sur la base de ces annotations ponctuelles, donc aussi un travail d'annotation. Ici, vous avez quelques exemples de détection qu'on a obtenus. Donc, assez étrangement, malgré la très grande difficulté de ce problème-là, étant donné que les panneaux thermiques sont en faible résolution, on avait quand même des résultats assez intéressants. Donc, on avait un outil qui nous permettait effectivement d'aller chercher, de faire des inventaires relativement efficaces de ces objets territoriaux, ces objets qui sont un peu secondaires, qui sont complexes. Et ici, je vous présente deux séries de résultats qu'on a obtenus. Alors, si vous regardez d'abord la proportion du haut, la barre du haut, on a tout d'abord une première proportion que j'ai appelée VP et FN. Donc les VP, c'est ce qu'on appelle les vrais positifs. C'est quand le détecteur a détecté quelque chose sur une image et que c'est effectivement l'objet qui nous intéresse. Un faux négatif, c'est quand il y avait effectivement quelque chose sur l'image, mais le détecteur l'a raté. Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas marqué, et du coup, on manque cet élément-là, et du coup, il échappe à notre inventaire. Donc de ce point de vue des vrais positifs et des faux négatifs, qui est une vision d'inventaire,
avec les panneaux thermiques, on arrivait à des très bons scores. On arrivait à 88% de détection des panneaux thermiques sur une zone territoriale. Par contre, il faut aussi s'intéresser en apprentissage profond à ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire des détections que le réseau de neurones fait, mais qui sont absolument pas en lien avec l'objet qui nous intéresse. Et là, on a eu un gros problème avec ces objets-là, c'est qu'ils étaient confondus avec beaucoup d'autres éléments. Il y avait des éléments de toit, il y avait évidemment les panneaux solaires électriques qui étaient beaucoup confondus avec nos panneaux solaires thermiques. Et du coup, on avait un inventaire, mais qui était passablement pollué par ces faux positifs qui le rendaient difficile à exploiter. Donc, ce qu'on en a fait ici, c'est qu'on a repris les résultats de notre réseau de neurones, on les a vérifiés et on les a utilisés pour augmenter notre corpus d'entraînement. Ce qui a fait qu'on a fait un deuxième corpus d'entraînement beaucoup plus vaste et on a pu réentraîner notre réseau de neurones. Et dans le graphique du bas, vous voyez les résultats qu'on a obtenus, c'est-à-dire qu'on a gardé notre capacité d'inventaire, mais on a aussi réussi à drastiquement diminuer la quantité de faux positifs dans nos inventaires. Et il en reste toujours, ce sera toujours à peu près le cas, ce sera toujours très difficile d'arriver à zéro sur cette proportion-là, mais on arrive quand même par un jeu relativement simple, c'est-à-dire augmenter le corpus d'entraînement, d'améliorer considérablement les résultats et les performances d'un réseau de neurones. Alors ici, il était question d'un registre géographique. Ce que l'on a fait avec les détections du réseau de neurones, c'est qu'on les a géographiquement mis en correspondance des entrées du registre. Et ça nous a permis de dégrossir considérablement ce registre administratif, dans le sens où, dès lors qu'on détectait un panneau thermique sur le territoire, on le liait à son entrée la plus probable du registre administratif. Et pour l'expert métier, il avait une base de travail beaucoup plus efficace qui lui permettait de dégrossir considérablement son travail et de le guider vers des éléments territoriaux plus pertinents. Et on a pu lui simplifier la tâche. Alors, on n'a pas pu traiter de façon formelle l'ensemble du registre administratif, mais il a vu son travail quand même considérablement simplifié par l'utilisation du réseau de neurones mis en perspective géographiquement de ce registre administratif. Alors ici, évidemment, on se pose de nouveau ces questions de ce qu'on pourrait appeler cette stratégie de la donnée. Ici, on a un autre problème que l'aspect temporel en termes d'interopérabilité de la donnée, c'est que ici, le registre administratif, certes, nous donnait quelques annotations, mais elles étaient très peu fiables. Je vous montre ici un exemple où, en bleu, on a une annotation qui était présente dans le registre administratif, mais évidemment, il n'y a absolument rien ici, aucun panneau thermique, il n'y a même pas de bâtiment. Et du coup, voilà, ça c'est un autre exemple. Quand on met des données ensemble, ça pose tout un tas de questions et ça peut engendrer un certain travail manuel, long, difficile. Il faut bien réfléchir à ce dont on a à disposition pour former un corpus avant d'essayer de mettre en œuvre d'intelligence artificielle. Il y a aussi cette notion du temps qui est très intéressante. Ça, c'est une illustration assez claire. C'est que en répétant cette notion d'inventaire sur le territoire, en détectant ces panneaux thermiques sur plusieurs jeux d'images, on a vraiment ce cycle de vie des panneaux thermiques qui commence à apparaître, où on peut dire, voilà, ce panneau thermique est apparu entre ces deux dates et il est disparu entre ces deux dates. Et dans ces registres administratifs, on peut commencer à avoir un tracking, un suivi de ces cycles de vie, simplement parce qu'on répète cette opération d'inventaire sur des images géographiques à différentes dates. Ici, petite parenthèse, vous l'avez compris, quand on a eu ces annotations, on a dû les traiter, on a dû les vérifier, mais on a aussi dû les transformer en des annotations géographiques. Elles étaient ponctuelles, donc on n'a pas pu les utiliser telles quelles. Il a donc fallu les transformer en éléments géographiques. Et voilà, ça c'est travail manuel, c'est quelque chose qui coûte, quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose dont il faut tenir compte lorsqu'on déploie et qu'on active de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a un coût à la constitution de corpus quand on n'a pas d'annotation immédiatement utilisable. Alors ça se fait typiquement au travers de QGIS, d'ArcGIS, donc c'est un travail manuel qui est assez fastidieux, assez long. Un autre élément ici, c'est la résolution. On reparle de résolution comme pour les carrés, ici dans un contexte un petit peu différent, c'est que les panneaux thermiques sont tellement petits que sur les images aériennes, même les plus précises, ils apparaissent avec une finesse, un détail qui est très limité. Et du coup, se pose la question ici, en des termes un peu différents, c'est est-ce que, à l'avenir, on veut augmenter ou non la résolution des images aériennes que l'on acquiert. Ici, voilà, c'est une question qu'on s'est toujours posée, qui s'est toujours posée dans toute l'histoire des techniques de la géoinformation. Ici, l'intelligence artificielle repose cette question, mais sous un angle différent. Il dit, voilà, si vous augmentez la résolution de vos images, il y a tels objets qui deviendront plus accessibles ou plus faciles d'accès. Là, ça pose un certain nombre de questions et ça repose aussi des questions quant à la stratégie d'acquisition de la donnée. Alors voilà, pour ces deux cas d'usage, de mise en application de l'intelligence artificielle face à des problématiques métiers. Donc, petite synthèse, toujours se poser la question, quelles sont les données qui sont à disposition? Quelles sont les annotations qui sont disponibles? Est-ce qu'elles sont disponibles directement? Est-ce qu'il y a un coût à les traiter pour les transformer en annotations utilisables?
quel est le corpus qu'on va utiliser, dans quel but, quel est le problème que l'on va chercher à circonscrire. Il y a cette question d'interopérabilité spatiale et temporelle des données, c'est-à-dire que quand on met des jeux de données, que ce soit des images ou des couches vecteurs ou autres, est-ce qu'elles sont bien compatibles d'un point de vue temporel? Est-ce qu'elles sont aussi compatibles d'un point de vue spatial? Est-ce qu'elles sont fiables? Quelle est la validation? Enfin, comment valide-t-on les performances d'un réseau de neurones? Non seulement quand on l'a entraîné, mais une fois qu'il est déployé au long cours, comment est-ce qu'on vérifie qu'effectivement on a des bonnes performances et des performances qui restent? Et aujourd'hui, quels sont les outils qu'on va utiliser pour pouvoir mettre en œuvre et actionner de l'intelligence artificielle? Donc, on a vu un certain nombre d'outils, ils ne sont pas tous simples. Ça fait aussi partie des questions qui se posent et qui forment un petit peu ce qu'on pourrait appeler la stratégie IA, qui s'ajoute aux stratégies existantes, des stratégies de la donnée existantes qu'on a toujours eues dans le cadre de la géoinformation. Alors voilà pour cette synthèse, cette vision de l'apprentissage profond, ce qu'il est et comment il peut nous apporter un certain nombre de choses du point de vue de la géoinformation. J'espère que j'ai réussi à vous donner quelques clés de compréhension et surtout d'avoir pu vous montrer quels sont les types de problèmes qu'on peut aujourd'hui aborder avec de l'intelligence artificielle et à quoi il faut faire attention quand on fait ces choix-là. J'aimerais conclure rapidement ce webinaire par ChatGPT. Alors pourquoi est-ce que ChatGPT, je ne l'ai pas mis dans l'apprentissage profond? Évidemment, il en procède largement. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la machine à vapeur et du régulateur à boules qui permettait de la guider. Ici, ChatGPT utilise aussi une notion de rétroaction, c'est-à-dire que ChatGPT n'est pas seulement un réseau de neurones, ce n'est pas simplement un outil de l'apprentissage profond, c'est un peu plus que ça, dans le sens où ChatGPT interagit avec l'utilisateur, c'est-à-dire que quand vous obtenez un premier résultat avec ChatGPT, vous pouvez lui dire que vous n'êtes pas satisfait et lui demander une précision ou une modification. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai décidé de le laisser un peu à part de l'apprentissage profond, parce que c'est un petit peu plus que de l'apprentissage profond avec cette notion de rétroaction. Alors ChatGPT, qu'est-ce que c'est? C'est un robot conversationnel. C'est quelque chose auquel vous pouvez adresser un certain nombre de questions. Il va vous répondre de façon plus ou moins pertinente. Sachez simplement que quand ChatGPT vous répond, il vous formulera toujours des réponses qui sont vraisemblables, pas des réponses qui sont justes, mais des réponses qui sont vraisemblables. Sous-jacent à ChatGPT, il y a effectivement un réseau de neurones, et ce réseau de neurones, le rôle qu'il a, c'est de générer des mots. C'est-à-dire que vous allez lui soumettre un texte, et ce réseau de neurones qui est sous-jacent à ChatGPT, la seule chose qu'il fait, c'est de complété par un mot pertinent par rapport au texte que vous lui avez soumis. Et en répétant cette opération, évidemment, le modèle sous-jacent à ChatGPT est capable de vous formuler des textes. Et c'est ça qu'utilise ChatGPT pour donner cette illusion d'un chat, cette illusion d'une discussion. Quand vous allez lui poser une question, derrière, on va un petit peu la trafiquer pour la faire apparaître, pour augmenter la probabilité que ChatGPT vous formule un texte qui soit sous la forme d'une réponse. Par exemple, si vous lui demandez quelle est la plus haute montagne du monde, ce qui sera réellement soumis au modèle sous-jacent, c'est pas cette question-là, mais ce serait plutôt quelque chose, un étudiant demande à son professeur quelle est la plus haute montagne du monde. Et ce faisant, on augmente considérablement la probabilité que le texte qui sera généré soit un texte qui forme une réponse à cette question-là. Voilà, ça, c'est le fonctionnement de ChatGPT. Alors, en géoinformation, c'est pas très pertinent. C'est un robot conversationnel, on comprend pas tellement pourquoi on l'utiliserait. Il y a quand même un aspect, c'est que ces robots conversationnels peuvent devenir des compléments ou des remplaçants des moteurs de recherche. C'est-à-dire quand on cherche à accéder à de la donnée géographique, aujourd'hui, nos moteurs de recherche sont ce qu'ils sont. On peut imaginer que ces robots conversationnels fournissent des aides à la recherche beaucoup plus pertinents. Mais il y a un autre élément dont j'aimerais ici parler, c'est la capacité de ChatGPT de produire du code. C'est-à-dire que ChatGPT est capable de programmer. Alors, il faut lui soumettre une requête en ce sens, il faut former une question, c'est-à-dire il faut lui demander un code et il faut lui formuler, lui expliquer ce que vous vouliez que ce code fasse. Et sur sa base de cette description, ChatGPT est capable de vous cracher un code. Alors aujourd'hui, c'est assez rudimentaire. Marche bien dans certains cas, ça marche moins bien dans d'autres cas. C'est encore assez difficile à utiliser. Il faut malheureusement être encore un peu programmeur aujourd'hui pour pouvoir réellement utiliser ChatGPT dans ce sens-là. Mais il est possible qu'à terme, ce genre de robots conversationnels deviennent de plus en plus redoutables pour écrire des codes et que, à terme, il suffise simplement d'écrire une description, fais-moi une application web cartographique avec telle couche, etc., pour que ces intelligences artificielles soient capables de vous produire du code. Et ça, ce qui est intéressant ici, c'est que on aura probablement une diminution du coût de l'accès à la programmation, et ça va certainement changer un petit peu nos métiers aussi. Comme l'apprentissage profond va nous permettre d'aborder des nouveaux problèmes, peut-être que ces robots conversationnels vont aussi
faciliter l'accès au code et changer peut-être un certain nombre d'habitudes et transformer certains experts métiers qui sont un peu à la limite du code à des gens qui vont se mettre gentiment à programmer. Donc voilà, pour ce webinaire, donc je vous ai fait un petit peu une vision un petit peu historique. Donc on a regardé toutes ces choses un peu, ces éléments un peu historiques sur lesquels l'apprentissage profond s'appuie. On a vu ChatGPT. Voilà, le message que j'aimerais un petit peu faire passer au travers de ce webinaire, c'est que finalement toujours tout a changé, tous les métiers ont toujours évolué de façon drastique. L'apprentissage profond va faire évoluer nos métiers, c'est certain, d'une certaine manière, mais ça a toujours été le cas. Toutes les techniques, toutes les innovations ont toujours changé beaucoup de choses et l'apprentissage profond n'y changera pas grand-chose finalement, ce sera simplement un set d'outils, un outillage supplémentaire dont on aura à disposition effectivement, que l'on utilisera sur les problèmes pertinents. Alors juste ici, avant de conclure, petit exercice de style, nous avions à l'époque abordé un projet avec un client qui voulait repérer sur des images aériennes les toits végétalisés, c'est-à-dire les toits sur lesquels on a des jardins, donc de la végétation qui est mise. Et ça avait été fait à l'époque sans intelligence artificielle et ça avait été très compliqué parce qu'il avait fallu développer un outil complexe via FME pour pouvoir essayer d'expliquer ce que c'est qu'un toit végétalisé. Donc, voilà, en termes de pixels et d'analyse d'image, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. Il y a une mise en contextualisation, une mise en contexte qui est difficile aussi à faire. Il y a cette hiérarchie entre ces différents éléments qui sont aussi complexes. Aujourd'hui, typiquement, ça, c'est un projet qu'on pourrait refaire avec de l'intelligence artificielle, où ici, on ferait vraiment typiquement de la détection d'objets, où pour obtenir l'outil nécessaire, il suffirait de marquer ces éléments territoriaux sur un set d'entraînement, le soumettre à un réseau de neurones, le faire apprendre ce problème-là et obtenir beaucoup plus facilement un outil, un élément qui sera capable de résoudre ce problème de façon beaucoup plus simple et certainement de façon beaucoup plus fiable également. Voilà, petite slide reposante et apaisante pour conclure ce webinaire sur l'intelligence artificielle. Petite provocation de fin, vu que j'ai commencé par une provocation. Quand on a introduit le train en Europe, les gens avaient tellement peur qu'ils se sont dit qu'il ne faudrait jamais dépasser les 50 km/h au risque de voir les gens mourir dans les trains parce que leur cœur lâcherait. Pensez à votre dernier voyage en avion. Encore une fois, l'intelligence artificielle, oui, c'est nouveau, oui, ça va permettre beaucoup de choses, ça va changer beaucoup de choses, mais ça reste des outils. Et ce sont des outils, il faut les considérer comme tels. Certains outils sont dangereux, d'autres moins. Voilà. En espérant ne pas vous avoir fait trop peur par rapport à tout ça. Petite slide, dernière slide pour moi. ArcSci, évidemment, on est engagé dans ces technologies-là. On peut vous fournir un certain nombre de prestations de services par rapport à l'appui à la stratégie IA. Vous avez beaucoup de données. Est-ce que vous voulez comprendre comment ils peuvent s'architecturer par rapport à l'IA? Vous avez des services qui vous intéressent dans ce que j'ai présenté, peut-être des détections, des inventaires qui peuvent vous intéresser. Sachez qu'on peut vous aider là-dessus. Évidemment, les formations, si vous voulez vous-même commencer à actionner de l'IA ou commencer à aborder ces outils liés à l'IA, nous sommes également à votre disposition. Et je termine là-dessus. Je redonne la parole cette fois-ci à Fabrice pour la séance de questions. Merci Nils pour ce webinaire. Merci pour l'histoire que tu viens de nous raconter parce que finalement c'était une belle histoire, intéressante, technique, sur que nous vivons aujourd'hui, sur des exemples concrets. Et puis je remercie tout le monde pour avoir assisté à ce webinaire. Alors, juste pour profiter de nouveau à vous insister à aller dans l'onglet Q&R, questions-réponses, si vous avez de nouvelles interrogations. Il y a eu un certain nombre d'interrogations, je vous remercie. Johan pose la question suivante. On a vu des données de type raster. Est-ce que c'est utilisable avec des données vectorielles et leurs attributs? Alors, c'est une question très intéressante. Directement, non. Indirectement, oui. Je m'explique. Les données vecteurs ne peuvent pas entrer facilement dans un réseau de neurones parce que, comme je l'ai montré, un réseau de neurones n'accepte que des séries de valeurs. Il faut que votre information soit cassée en petits morceaux. C'est pour ça qu'un raster y entre très facilement, d'ailleurs. Les pixels sont très indiqués, il suffit de les distribuer. Dans le cas des couches vecteurs, ce sont des objets beaucoup plus conceptuels, beaucoup plus complexes. Il y a cependant un moyen de contourner cette difficulté, c'est de justement passer par le raster. C'est de graver vos géométries vectorielles sur des rasters et regarder dans quelle mesure ça peut
elles peuvent devenir utilisables et pertinentes de ce point de vue-là. Mais directement, ce sera très compliqué à utiliser directement dans un réseau de neurones. Alors peut-être que cela changera, peut-être que c'est quelque chose qui va évoluer. Le langage, par exemple, a toujours été très difficile à faire entrer dans un réseau de neurones et pourtant on a réussi. Donc il est possible qu'à l'avenir, quelque chose apparaisse en termes d'intégration de vecteurs. Aujourd'hui, je pense que la seule solution qui s'offre à nous, c'est de passer par des rasters qui donnerait cette représentation non plus géométrique, mais pixels de ces couches vecteurs qui pourraient ensuite être traitées via le réseau de neurones. En sortie du réseau de neurones, ce serait le même problème, on réceptionnerait des rasters qu'il faudrait ensuite vectoriser. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien, mais ça nécessiterait quand même un coût à la sortie entre la réception de ce qui sort du réseau de neurones et ce qu'on pourrait exploiter en termes de géométrie vecteur. Donc oui, mais indirectement. Merci pour cette réponse. Dominique nous pose la question suivante. Est-ce que la prédiction rejoint la projection au sens de l'INSEE? Projection, j'imagine que la question était sur la projection de population. Donc, est-ce que la prédiction rejoint la projection au sens de l'INSEE? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Dominique, est-ce que vous pouvez préciser? Je vais poser une question supplémentaire et je vais, si vous voulez préciser votre question. Deuxième question de Dominique, est-ce que la segmentation d'images remplace les vérifications terrain que l'on opérait avant pour faire de la classification sur les images satellites? Non, je pense que clairement non. La segmentation, c'est ce qui va faciliter le processus. Comme j'ai essayé de montrer par les deux cas d'usage, un réseau de neurones, c'est un outil qui propose des choses. Mais il y a toujours sous-jacent un expert métier qui doit valider de la donnée. On peut pas traiter automatiquement ce qui sort d'un réseau de neurones en disant bah voilà, c'est la vérité, on s'en fiche. Enfin, il doit y avoir quelqu'un qui toujours derrière va vérifier ces choses-là. Il doit y avoir des processus de vérification. C'est pour ça que cette stratégie IA est assez importante, c'est que l'IA, c'est un outil et il vient avec des contraintes et des nécessités. Et notamment dans ces nécessités, il y a ces vérifications nécessaires à faire pour vérifier que le réseau de neurones va bien faire son travail, va bien nous fournir les résultats attendus. Et ça, un réseau de neurones, aujourd'hui en tout cas, ne peut pas le faire seul. Donc oui, il y aura encore aujourd'hui, et je pense encore pour un moment, une vérification, alors elle n'est pas forcément terrain, mais elle sera toujours là, où il y aura toujours un opérateur qui devra au moins regarder une partie de la donnée pour être sûr et certain que le réseau de neurones n'a pas dérapé. Les outils vraiment fondamentalement puissants en termes d'intelligence artificielle viendront dans les décennies. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore sur des choses qui sont extrêmement intéressantes, certes, mais qui sont encore, voilà, qui nécessitent beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera de moins en moins vrai, mais je pense pas que ce soit pour tout de suite, honnêtement. Et la validation humaine sera difficile de s'en passer immédiatement. Ça va prendre beaucoup de temps. Et je sais pas légalement si on pourra, à un moment donné, donner autorité à un réseau de neurones. Peut-être, je sais pas. Je pense pas que le législateur soit très friand de ce genre de décision. Je pense que l'expert métier a encore un rôle très sérieux à jouer pendant encore en tout cas un moment. Merci. Alors Dominique précise sa question. Il indique prédiction basée sur des courbes de régression de plusieurs indicateurs comme les projections. La question initiale était est-ce que la prédiction rejoint la projection au sens de l'INSEE? Prédiction basée sur des couches de régression de plusieurs indicateurs comme les projections. Alors ça, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question-là. J'ai jamais travaillé sur des données de population. C'est quelque chose qu'il faudrait vérifier. Je remercie aussi quand même pour cette question parce que quand même important. Quand je parle de régression et de prédire des indicateurs, on est toujours dans de la mathématique et de la statistique. C'est pas parce qu'on utilise de l'IA que tout d'un coup on fait des prédictions qui seraient éventuellement plus justes ou plus fausses. Ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'on n'a plus besoin de formuler mathématiquement le problème auquel on cherche à s'attaquer. C'est vraiment ça qui est intéressant dans la régression, c'est qu'on peut prendre par exemple, dans les rendements agricoles par exemple, c'est épouvantablement difficile à prédire parce que c'est des problèmes qui sont extraordinairement complexes du point de vue mathématique. Les réseaux de neurones, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous proposent un outil qui va nous permettre d'éviter ça. Mais ce qu'ils vont fournir, il faudra évidemment d'une part le vérifier et il n'y a aucune raison de penser aujourd'hui que ce sera forcément plus fiable qu'un très bon modèle statistique. Donc je pense que ça dépend de ce qu'on va choisir en entrée
et de l'architecture du réseau de neurones. Là, je ne peux pas répondre sur cet exemple précis-là, sur ces données-là, parce que j'ai jamais travaillé sur ces données-là. Il faudrait le vérifier. Merci. Charles pose la question suivante. Avez-vous un commentaire sur la détection des piscines par les impôts en France via les outils Google? Oui, alors, tout un tas de commentaires, évidemment. Alors, d'une part, ça va pas s'arrêter. Ce qui, c'est que c'est une question subtile, c'est difficile de répondre. Le fait est que le législateur a décidé que les piscines cadastrées doivent être annoncées. C'est pas un problème d'intelligence artificielle, c'est un problème de société. On pourrait effectivement être très fâché de voir l'intelligence artificielle nous coincer alors qu'on a réussi à planquer notre piscine. Évidemment, on sera très vexé. Le fait est que c'est pas le problème de l'intelligence artificielle, c'est un problème de société. C'est à la société de régler ces problèmes-là. L'intelligence artificielle, c'est l'outil. On peut pas condamner un outil par rapport à ses résultats. L'outil est actionné par des gens qui appliquent des législations qui ont été décidées au niveau du législateur. Notre commentaire que j'aimerais faire par rapport à ça, c'est que je suis un peu déçu que ce soit les outils de Google qu'on utilise, parce que je sais qu'en France, je sais qu'en Suisse, je sais qu'en Europe, on a beaucoup de gens très compétents dans ces domaines-là. On a beaucoup de savoir-faire, on a des très bons experts métiers. En tout cas, moi, comme j'en ai rencontré beaucoup, je peux vous assurer que la plupart que j'ai rencontrés sont des gens qui sont très compétents, qui maîtrisent très bien leurs données et leur métier. Et je trouve ça un tout petit peu décevant de voir que ce sont des outils Google qui font ce travail-là. Voilà, comme le commentaire que j'ai. Merci. Alors, Bastien nous pose la question suivante. Quelle est la pérennité du modèle d'apprentissage dans le temps, quand l'objet que l'on veut détecter évolue lui-même? Point d'interrogation. Exemple, on souhaite que l'intelligence artificielle reconnaisse des marques de voitures, cependant les designs de ces marques évoluent de leur côté. Doit-on continuellement faire l'apprentissage avec le contrôle d'experts métiers? Très bonne question. Et la réponse est essentiellement aujourd'hui oui, vous devrez le faire. Demain, probablement plus, mais aujourd'hui, les architectures réseau et les méthodes n'existent probablement pas encore ou elles sont vraiment trop recherche. Aujourd'hui, oui. Si vous avez, je sais pas, imaginons que, si je reprends l'exemple des panneaux thermiques, imaginons qu'ils deviennent tout d'un coup ronds et rouge vif. Évidemment, il va falloir réentraîner un réseau de neurones. Il va falloir recréer un corpus, il va falloir refaire toute cette opération, il va falloir avoir un expert métier ou plusieurs qui vont être là comme garants du métier. Il va falloir remettre en place un outil, le redéployer et effectivement pouvoir avoir une nouvelle procédure de suivi de ses performances sur le long cours. Donc aujourd'hui, oui, il faudrait entraîner impérativement les réseaux de neurones si vraiment l'objet change manifestement d'apparence ou si vraiment on change la question que l'on pose. C'est vraiment ce que j'ai essayé de vous faire parvenir par cette notion de corpus. Le corpus circonscrit le problème que vous cherchez à résoudre. Si tout d'un coup, l'élément qui avait été circonscrit par ce corpus change d'aspect, eh bien, le réseau de neurones, lui, répond à la question initiale qu'on lui a demandé de traiter, pas à cette nouvelle question-là. Donc oui, aujourd'hui, il va falloir réentraîner. Demain, c'est difficile à dire. Ce que j'imagine aujourd'hui, c'est que il y aura une continuité néanmoins, par exemple sur des éléments territoriaux, ils ne vont pas changer d'aspect du jour au lendemain. Peut-être que l'intelligence artificielle finira par garder la trace et s'adapter elle-même. C'est difficile à dire. Probablement que dans plusieurs décennies, la réponse sera plutôt non. Aujourd'hui, c'est oui, très clairement oui. Merci. Alors, moi j'ai une question, tiens, je vais la poser. Je suis technicien SIG dans une organisation publique ou privée. J'ai eu une formation de géomaticien, j'ai appris ce qu'étaient les modèles vecteurs, les modèles raster. J'ai pas forcément de formation en télédétection, on a vu que c'était que l'imagerie était au cœur du sujet. Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme parcours professionnel, parcours d'apprentissage sur les prochaines années afin que je puisse commencer à m'intéresser à l'IA? Voilà, j'ai pas de background, mais il va falloir peut-être que je m'y mette. Par où je pourrais aller? Comment je pourrais commencer? Vaste question. Aujourd'hui,
Alors, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, ça se met en place. Les corpus au niveau des écoles, les cursus, pas les corpus. Les cursus au niveau des écoles commencent à se mettre en place. Les gens ont compris l'importance de ces technologies et l'importance qu'elles vont prendre. Aujourd'hui, j'ai pas la vision de tous ces nouveaux cursus qui pourraient apparaître. J'espère que dans la géoinformation, les cursus s'adapteront à ça. Aujourd'hui, c'est plus par de la formation ad hoc, malheureusement, que on va faire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les métiers, ceux qui ont déjà leur métier en main, vont devoir se former comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs sur tout un tas de choses. Ici, l'intelligence artificielle, c'est simplement une formation de plus. Ce qui pourrait être intéressant, c'est une question difficile. Est-ce que je commence par de la télédétection? Est-ce que je commence par du machine learning? Est-ce que je commence par de la statistique? Alors, je pense pas qu'il faille commencer par du machine learning parce que, à moins que vous soyez vraiment passionné, mais je pense que ça fait pas beaucoup de sens, dans le sens où les outils vont arriver. Les outils qui implémentent toute la complexité du machine learning vont arriver. Il faut comprendre les aspects que j'ai montrés dans ce webinaire, ils sont vraiment l'entrée et la sortie des données. Qu'est-ce qui se passe quand ça entre, qu'est-ce qui se passe quand ça sort. Toutes ces questions techniques d'apprentissage, de réseau de neurones, de poids, etc., il faut le savoir pour être simplement informé. Mais ça n'a pas une immense importance dans les métiers. Il ne faut pas non plus que les experts métiers deviennent surchargés. Enfin, il ne faut pas qu'on fasse des experts de tout. Ils vont pas tenir la rampe. Donc, je pense que c'est... Moi, mon avis personnel là-dessus, c'est les experts métiers aujourd'hui sont très bien formés. En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés sont très très bien formés. Ils ont leur métier en main. Je pense que c'est plus les métiers devront s'enseigner de la même manière. L'intelligence artificielle s'y ajoutera par des jeux de pertinence, et je pense que c'est plus des modules de formation pendant un cursus d'expertise où ultérieurement que l'intelligence artificielle va plutôt être enseignée. Je pense pas que ça ait de sens aujourd'hui d'orienter un jeune qui souhaiterait aller avoir une expertise métier et s'intéresser à ces aspects d'IA, l'orienter vers de la data science. La data science, c'est vraiment la science des données, c'est un gros machin, ça fait mal à la tête. Il faut qu'il soit vraiment dans cette optique-là, il faut que ce soit sa passion pour l'orienter là-dedans. Je pense que les métiers doivent rester solides. Il faut impérativement que l'intelligence artificielle n'entame pas cette réalité. Surtout pas. Donc, si on le fait intelligemment, ce sera comme ça. Les métiers vont continuer d'être enseignés de la même façon. Simplement, dans les cursus, il y a un enrichissement des modules adaptés aux outils pertinents par rapport à ces métiers de l'IA. Voilà ce que je dirais. Merci Nils. Dominique nous pose la question suivante. Pourra-t-on revoir le webinaire quelque part? Alors oui, vous pourrez revoir le webinaire quelque part. Nous vous informerons à quel endroit il sera positionné. Il est enregistré, le webinaire, donc vous pourrez le revoir quelque part. Il sera accessible. Nicolas nous pose la question suivante. Est-ce que l'augmentation de résolution spatiale de l'imagerie permet de mieux détecter les panneaux thermiques? À combien de centimètres par pixel est-ce optimal pour l'intelligence artificielle? Et avez-vous testé avec une résolution spatiale de 2 ou 1 centimètre par pixel, par exemple? Alors, très bonne question. Merci la personne, Nicolas, de l'avoir posée. On n'a pas eu le temps de faire des tests avec des images plus fines. Celles que l'on a utilisées sont des orthomosaïques à l'échelle nationale, qui était à 5 cm par pixel. Ça, c'était la GSD des images que l'on a utilisées. Et clairement, c'était, je dirais, pas suffisant. Ça a suffi pour avoir des premiers résultats. Clairement, c'était pas suffisant. L'augmentation de la résolution des images, oui, va améliorer les performances du réseau de neurones, ça c'est une certitude. Après, c'est à quel point ça va vous coûter cher, et c'est pour ça que cette notion de stratégie IA est très importante. C'est typiquement ce genre de questions-là qui forment la stratégie IA. Dans le cas des panneaux thermiques, pour les distinguer d'un panneau solaire, par exemple électrique, et éviter que le réseau de neurones ne se mélange des pinceaux entre ces deux objets, il faudrait aller chercher les caractéristiques des panneaux thermiques qui les distingue réellement des autres panneaux. Donc un panneau thermique, par exemple, il a une tuyauterie. Mais pour aller voir cette tuyauterie, c'est assez compliqué, quoi. Il faut des images assez solides pour qu'on voit ce genre de détails-là. Il faudrait déterminer
le moment précis où on a atteint une résolution qui montre suffisamment de détails pertinents, qui discrimine cet objet par rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. On ne peut pas, a priori, les réseaux de neurones restent un peu mystérieux, ils fonctionnent un petit peu à leur manière. On n'a pas pu malheureusement aller dans ces directions-là. On a fait plus de travail sur les carrières. On a vu qu'on a pu monter la résolution de façon significative. On a pu travailler sur des corpus beaucoup plus légers qu'on avait initialement devisé. Sur les panneaux thermiques, par manque de données, on n'a pas pu descendre et on n'a pas pu vérifier à quel moment cette discrimination efficace aurait pu apparaître. Je peux vous donner un chiffre à la louche, mais vraiment, prenez-les avec beaucoup de prudence. Je pense qu'il faudrait probablement descendre en dessous du centimètre, à mon avis. Mais difficile à dire comme ça. Les réseaux de neurones sont un peu mystérieux. Donc oui, clairement, on bénéficierait. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on va toujours essayer de garder la résolution la plus faible possible pour avoir des corpus légers et pas devoir se trimballer des sets d'images extrêmement lourds et difficiles à stocker. Merci pour cette réponse. Je vois que nous n'avons plus de questions dans l'onglet QR, donc à moins qu'il y ait une dernière question, nous allons conclure le webinaire. Pas de question suivante. Alors on peut conclure ce webinaire. Merci donc à toutes et à tous pour cette participation à ce webinaire. Je vous rappelle simplement que le prochain webinaire aura lieu à la rentrée du mois de septembre. Ce webinaire sera annoncé sur l'ensemble des pages des réseaux sociaux de la société, donc à la fois sur LinkedIn et puis sur Twitter. Autant le premier webinaire était, comme je l'ai indiqué, quelque chose d'un porté à connaissance avec des exemples, autant le second webinaire sera quelque chose pour aller beaucoup plus loin dans la machine learning et puis au service de la donnée. Donc ce sera quelque chose d'un peu plus technique, évidemment. Voilà pour ces éléments. Encore une fois, je vous remercie. Je vous invite à rester en contact avec l'ensemble des équipes de ArcCité, à la fois sur les sites internet d'arccité.com, de formation SIG.com. Vous avez à l'écran également les coordonnées de Niels et puis mes coordonnées si vous souhaitez nous envoyer une information et que nous restions en contact. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle fin de journée, de belles vacances cet été et on se retrouve à la rentrée pour la deuxième partie du webinaire dédié à l'information, à l'intelligence artificielle pour l'information géographique. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.